You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 23e épisode de la 4e saison de Cold Facts, après 2 semaines de bye dû à notre santé chancelante. Maintenant ça va mieux, on a encore 2-3 résidus de tout, mais ça, on espère que ça va jouer. On va commencer par reparler de l'élimination malheureuse de Genève Servette lors des pré-playoffs face à Lugano. On en profite aussi pour parler d'Ajoie qui s'est fait éliminer. On enchaîne ensuite avec nos pronostics, un petit pronostic long terme concernant l'équipe de Suisse, pas inintéressant du tout. Mais après, évidemment, on va se concentrer sur les playoffs avec la série Bienne-Zurich au début et on terminera avec le très gros morceau de Lausanne-Fribourg. On commencera par Lausanne qui a dû passer par la case pré-playoff, qui s'en est sorti contre Ambry, et on terminera avec Fribourg. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? Alors là, on ne peut mieux, étant donné qu'on peut faire un Cold Facts, c'est déjà extraordinaire. Bah ouais, on a perdu deux clubs au passage depuis la dernière fois qu'on a pris le crachoir. Bon, à Joie, on s'y attendait un tout petit peu. Le crachoir, vu cette période avec la toux et tout, c'est très très bien vu. À Joie, on s'y attendait un tout petit peu. Genève, on s'y attendait peut-être un tout petit peu moins. Quand on les a lâchés, c'était pas loin d'être la meilleure équipe du championnat ou presque. Mais content d'être de retour, 2 semaines de maladies diverses. On a cru que c'était le Covid la première semaine, ça ne l'était pas me concernant. La deuxième semaine, j'y ai pas coupé. Ma foi, voilà. Désolé pour cette absence. Et on notera que c'était pas une grippette, hein, quand on lit des fois dire oui, mais le variant Omicron, c'est tout sympa et tout. Tous ceux qui sont malades en ce moment, quand on discute avec eux, chaque fois c'est, je ramasse. Bah, t'avais bien ramassé d'ailleurs, toi aussi. Ouais, effectivement. Là, ça va mieux. On est prêt à entamer les playoffs. Puis, du coup, c'est pas une immunité, c'est l'immunité individuelle pour les playoffs devrait être assez bonne quand même. Collective, ça, j'en sais rien. Et puis, c'est pas la question. Mais mon immunité individuelle, à mon avis, elle est pas mal là. Alors, tu disais avant que malheureusement, on doit revenir déjà faire presque un bilan de la fin de saison de 2 clubs. Alors, on est désolé pour les Jurassiens, on va quand même pas en faire des caisses là-dessus. Genève, malheureusement, c'est un peu plus important parce que en tant que 8e de la saison régulière, et si on n'avait pas ces pré-playoffs, on parlerait de quart de finale, puis on se projetterait, puis on dirait alors contre Zug, la revanche de la finale. Non, ce sera Lugano finalement, parce que Lugano s'est imposé en 2 matchs. Lugano est allé gagner ce premier match hyper important, et on va dire que les histoires autour de cette série, elles étaient belles dans le sens journalistique histoire à raconter, avec Chris McSorley, coach de Lugano, qui sort son ancien club, qui sait comment aller trouver la petite clé supplémentaire pour aller gagner. Genève qui a perdu Tom Ernest sur le dernier match, qu'il a dû jouer qu'à peu près un demi-premier tiers. Ce qui est le temps de glace de beaucoup de joueurs de National League, mais pour Tom Ernest, c'est un demi-tiers, effectivement. Et malheureusement, cette absence-là, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour thématiser que Tom Ernest, absent à Genève, égale gros souci. Simplement parce que le temps de glace, tu dois le répercuter sur les autres, et qu'en plus, ça c'est déjà un fait, et qu'en plus le temps de glace qui est utilisé, il est d'extrêmement bonne qualité. Mais il y avait aussi certains qui disaient il n'y a qu'à envoyer Abdelkader, vous verrez, il n'y a qu'à envoyer Abdelkader sur Tom Ernest. Puis visiblement, ils ont bien envoyé quelqu'un sur Tom Ernest, et malheureusement, on n'aime pas trop ça, mais... on l'a vu l'année passée dans la finale aussi, hein. Tom Ernest avait été pas mal brassé. Notamment par Abdelkader. Je me rappelle aussi d'une charge de Kovar sur Tom Ernest. Ma foi, c'est les playoffs. Deal with it, on va dire, quand tu es 30 minutes sur la glace sur 60, forcément qu'à un moment ou un autre, tu as un petit peu une cible dans le dos, que physiquement, c'est peut-être plus difficile aussi de jouer 30 minutes à ce niveau d'intensité. Et après le premier match, Max Orlen nous expliquait aux différents journalistes présents qu'il n'aimerait pas affronter la ligne de Turcauf et Abdelkader, puis il a rajouté quart dans la ligne, puis il dit c'est plus de 300 kilos à eux trois. Et il dit, moi je suis content que ce soit moi qui leur dis
à quel moment ils peuvent aller sur la glace plutôt que de les subir un shift sur 2. Et effectivement, cette équipe de Lugano, les arrivées de Abdelkader et de Shane Prince ont fait énormément de bien. Prince amène quand même du talent offensif, de la vitesse. Abdelkader amène du physique, amène de l'expérience. Il bonifie les joueurs autour de lui. Turkov fait une magnifique saison. Et là, il est encore en train de monter en puissance. Le terme monter en puissance est choisi à dessein parce que niveau puissance, il est là. Il n'y a pas de honte à avoir perdu en 2 matchs contre Lugano. Non. Aucune honte pour Genève. Il y a par contre une grosse déception. Je pense que Genève pouvait vraiment faire quelque chose. Mais voilà, tu payes tes 23 premiers matchs toute la saison. Et ça nous donnera de l'eau à notre moulin chaque année. Chaque année, regardez Genève. Ils avaient beau être bons pendant... Regardez bien, ils ont bien commencé. Voilà, bah exactement. Et la courbe des deux, bah, à un moment, tu n'arrives pas à remonter quand tu pars de si bas. Maintenant, tu peux te poser des questions avec ça. Est-ce que Genève a réagi trop tard ? Mais en même temps, c'est faire du révisionnisme. Je dis réagit trop tard en se séparant de Patrick Aymon et de mettre Yann Cadieux à la bande. C'est faire du révisionnisme. Est-ce qu'à ce micro, au moment du changement, on disait oh mon Dieu, Genève a attendu avant de se séparer de Patrick Aymon ? Non, remettons-nous dans le contexte. C'était juste après une finale perdue contre Zug que ce début de championnat raté a eu lieu. Avec des blessés aussi. Avec des blessés. On a vu quand même l'impact de Tanner Richard sur la fin. Et enfin, il n'y a pas besoin, là aussi, pas besoin d'être un spécialiste du hockey suisse pour savoir que l'impact de Tanner Richard dans une équipe, sa force aux engagements, le fait que, bah oui, il piaille tout le temps et tout, mais il amène ce côté quand même. Il a ce côté nord-américain, en plus alémanique aussi, du gars qui va se bagarrer, quoi. Mm-hmm. Et c'est lui qui met le 3-3. C'est pas anodin. Donc, ce genre de joueur-là, Patrick Aymon ne les avait pas au début. Et Yann Cadieux a pu compter sur eux après. Petite parenthèse, Tanner Richard, les joueurs qui suivent Genève Servette, les auditeurs qui suivent Genève Servette ont pas besoin que je dise ça. Je parle plutôt à tous les autres. C'est un modèle, ce joueur, de fair play. Si. Je te donne un exemple très concret. Match 1, Abdelkader va quasiment de la tête la première se fracasser dans la bande après un contact totalement fortuit avec Henrik de Mernes. Qui est le joueur qui va chercher le soigneur et qui va amener le soigneur jusqu'à Abdelkader ? C'est Tanner Richard. Et c'est pas la première fois, je l'avais déjà mis en lumière quand Damien Brunner se fait l'adducteur et on a tous très très peur pour lui. Qui demande d'arrêter le jeu ? C'est Tanner Richard aussi. Et c'est une morue sur la glace. Je détesterais l'affronter. Il a tout le temps la gueule ouverte. Mais par contre, c'est un compétiteur exemplaire, mais c'est aussi un joueur exemplaire. Et je pense que c'est important de le mentionner. Tout à fait. Non, c'est bien vu. Qu'est-ce qu'il a manqué aussi, ou qu'est-ce que Lugano a eu en plus ? C'est le retour de Niklas Schlegel, mine de rien, parce que Faton, Fadani, Markkanen, Irving, il y a eu quand même un roulement des gardiens qui était pas extraordinaire à Lugano, et c'est normal entre les trop jeunes, des gars qui viennent un peu comme pompiers de service. Alors ça avait marché à Genève, mais aussi peut-être parce que je pense que si Lugano avait pu bénéficier de Zurkirchen et de Niffler, ça serait peut-être mieux passé, vu la défensive de Lugano, qui a dû aussi faire face à l'absence de Mirko Müller, quand même, ces derniers matchs. Quand même, sacré défenseur, mine de rien, tu l'attends, tu le payes beaucoup et t'aimerais bien que ça te rapporte des dividendes en play-off. Là, tu dois composer sans. Mais Eliariva a fait un step-up aussi cette saison globalement, mais surtout en cette fin de saison. Et c'est pas vu à ce micro parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais je me suis moqué intérieurement du contrat d'Eliariva parce qu'il a quand même touché une sacrée somme pour prolonger à Lugano. Là, il me donne tort, comme bien souvent les joueurs me donnent tort parce que je suis un gland, mais là, il prouve que, en tout cas, il mérite complètement ce qu'il a signé. On verra sur le long terme, peut-être qu'effectivement, dans 6 mois, on se dira, mais pourquoi ils ont signé Riva ? En tout cas, on va dire qu'on est sur le maintenant tout de suite, et que c'est juste ce que tu dis, il est vraiment très utile. Assez parlé de Lugano, est-ce qu'on se projette un peu sur Genève ? Parce que mine de rien, ce qui a été construit à Genève, parce que depuis notre dernière apparition à ce micro, il y a quand même eu la signature de Vincent Praplan pour 3 ans. Très juste.
Si on regarde le Genève de l'année prochaine, et surtout si on a dans un coin de la tête cette fin de saison où on se dit, ben voilà, Genève a été excellent, à plus de 2 points par match sur plus de la moitié du championnat, ça te fait presque du plus de 110 points sur la saison, ce qui est extraordinaire. Tu rajoutes Vincent Praplon, tu rajoutes Alessio Bertaggia. Là, j'aime bien très souvent parler de la colonne vertébrale de centre. Ça va être très probablement un Phil Poula qui risque de rester. Derrière, t'as Tanner Richard, Josh Joris et Marc-Antoine Pouliot. C'était 4 centres. Après, il y a Berton encore, donc en fait, on va... Ça, c'est ton 5e. Voilà, mais on va dire que les 4 centres, Joris le mettre en 4e ou un des 4 là, aller en 4e ligne, c'est un peu dommage, donc tu préfères peut-être là d'avoir un comme ailier. Ouais, alors d'accord, mais après tu fais comment? Parce que t'as Winnick au marque, parce que de ce que je sais, au marque c'est toujours prévu. T'as Praplan, t'as Bertaggia, t'as Moy, t'as Rod, et j'en oublie forcément encore un ou deux. Miranda. T'as Miranda qui vient par là. Oui, Joris, on peut le mettre sur une aile, t'as encore un étranger, hein, Ouais. parce qu'il y aura 2 défenseurs et 3 attaquants, voire 4. Ça, c'est à définir. Mais quoi que Genève, il serait peut-être bien malin de garder une licence sous le coude, comme je l'ai dit plusieurs fois. Pour un gardien, c'est jamais perdu, et si t'en as pas besoin, bah, tu la réutilises ailleurs. On parle quand même de Robert Mayer et de Gauthier Desclous. Absolument. Mais du coup, t'as 8 ailiers pour tes 2 premières lignes, on va dire. Parce que Bertaggia, si tu commences à le foutre en 4e ligne, t'as un vrai problème. Ouais. Enfin, t'as un problème. Non, t'as pas un problème, mais on va dire que l'argent investi est pas forcément ultra bien utilisé. C'est-à-dire que si tu l'achètes pour 5 ans, c'est peut-être quand même pour le faire jouer un peu plus que 10 minutes par match aussi. Alors, on va dire qu'à Bertaggia, il peut jouer quoi en box-play. Ok, ça te donne un peu des minutes, mais ailier de 3e bloc. Non, tu mets pas Bertaggia en box-play. Moi, je vois pas ce qu'il vient foutre là. Ouais. Puis après, t'as encore re-signé Denis Smirnovs, qui est pas... Enfin, si tu l'as re-signé, c'est que tu crois qu'il a quelque chose à faire chez toi. T'as Mathieu Vouillamo, t'as Benjamin Antognetti. Ils vont faire quoi de tous ces gars-là? Bon, alors il y a un partenariat avec Sierre au cas où. Alors, Valtteri, tu montes à Sierre un moment. C'est très très juste de se dire qu'il y a pléthore. Hein. Il y a vraiment... Et petite prédiction qui repose sur rien, si ce n'est le pif. Je pense qu'il y aura de l'échange durant l'été du côté des Vernins. J'ai pas l'impression de dire un truc extraordinaire en ce moment. Hein. Je pense que ça transpire. À mon avis, il n'y a aucune raison qu'à un moment, il n'y ait pas un transfert qui ait lieu. Est-ce que ça peut être un Tyler Moy peut-être qui pourrait... Mais il a re-signé, non, Tyler Moy? Il a re-signé très récemment. C'est ça, c'est qu'il a re-signé très récemment. Donc en fait, après, on sait comment ça peut aller dans cette ligue maintenant que c'est plus Max Orley, Kosman, mais que Svoboda avait un peu réouvert les vannes, parce qu'on dit que c'est Svoboda qui commençait à faire des échanges, mais ça me fait quand même sourire. C'est que ça se faisait... Alors, à moins grande échelle, on va dire, mais ça se faisait quand même aussi déjà avant, et pas qu'avec Max Orley, mais... Oui, ça existait, effectivement. Maintenant, si tu réfléchis à la composition de ton roster genevois, il y aura très probablement 2 défenseurs étrangers, comme je l'ai dit avant. Ouais. Temernes et peut-être Vatanen, parce que Vatanen a une 30aine d'années. Moi, je doute qu'il chope un one-way en NHL, donc il va vouloir rester en Europe. On parlera du mercato dans son ensemble aujourd'hui, ou bien pas forcément? Ça va être peut-être un peu plus compliqué. Très bien. Du coup, la KHL va s'effondrer ou est en train de s'effondrer. Oui. Il y a beaucoup de joueurs non russes de KHL qui sont en train de se dire ouais, alors c'est bon là. Là, on avait une question, c'était à propos de Jacob Delarose, justement, quelqu'un qui nous demandait si c'était allé trop vite, justement à cause de l'effondrement probable de la KHL. Là, de ce qu'on me dit, il n'y a jamais eu un marché suisse aussi pléthorique de joueurs de grands talents. Donc, il y aura de la demande, mais il y a beaucoup d'offres actuellement. Mais tu parles avec tes 2 défenseurs étrangers. Mine de rien, ta carrière, donc là, qui est en 3, mais Le Coultre, est-ce qu'il a fait une bonne saison? Moi, j'ai plutôt envie de dire plutôt pas. On l'a souvent dit à ce micro. Il a commencé sa préparation tard. Il a tout le temps été en retard et tu as l'impression qu'il a tout le temps couru après sa forme, disons. C'est juste. Maurer va... Ça devient terrible de dire des joueurs qui ont 4 ans de moins que moi, de dire qu'ils commencent à être sur la fin de leur carrière. Je m'y ferai jamais. Hein. Il faudra que je m'y fasse un jour. Mais mine de rien, Maurer va sur ses 34 ans. Jacquemet va sur ses 34 ans. Il a été quelques fois surnuméraire cette saison aussi, lui.
Fulmin, est-ce que c'est ton défenseur 4-5 ? Je pense pas. Moi, si je suis Marc Gauchi, je commence à vouloir peut-être faire des échanges. Un de mes attaquants. Il manque un peu de points, enfin il manque quelque chose en défense. Un de mes attaquants contre un défenseur, on va dire, borderline équipe de Suisse. Puis si ta monnaie d'échange, ça devient, je sais pas, moi justement, et là ça repose sur juste du nez, c'est pas une information. Hein. Tyler Moy n'est pas sur le marché, que je sache. Mais si tu commences à aller, puis tu dis, bon voilà, Tyler Moy, c'est un attaquant qui peut te mettre ses 12-14 buts, il a un bon sens du jeu, faut peut-être pas trop aller lui demander de gratter dans les bandes. Mais si tu lui demandes de marquer des buts, par contre ça en général il sait faire. Envoie-moi ce défenseur qui est plus très content chez toi. Je pense que tu commences à avoir une consolidation intéressante de ton effectif et je pense que c'est dans un coin de la tête. Mais alors, réfléchissons bêtement en fait. Où est-ce qu'il y a des défenseurs, un contingent de défenseurs en 2022-2023 qui est assez pléthorique. Moi, j'ai l'impression que si tu vas à 60 km plus loin de... Non mais, c'est débile. Pour Moy, ça en plus, ça marcherait pas forcément. Mais si tu prends Eldner, Frick, Glauser, Genadzi, Gernat, Marty, Jelovac, ça fait déjà 7 super défenseurs. Probablement encore peut-être un défenseur étranger par là au milieu. Il y a encore Barberio qui est sous contrat. Oui, c'est vrai que je l'ai oublié. Ça c'est quantité négligeable. Oui. Bah, mais il est sous contrat. Voilà. On en est à 8. Bon, ben, est-ce qu'il n'y a pas doublon quelque part ? Puis Lausanne, effectivement, alors a dégraissé, a perdu Berchi, mais ils ont quand même été chercher des joueurs. Pas évident. Offensivement, ils ont trop de joueurs. Ils vont pas pouvoir faire un attaquant contre un défenseur. Il y a trop. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'avec les licences d'étrangers supplémentaires, il y a aussi des clubs qui vont se dire peut-être que ce défenseur-là, il est un peu limite, ou il n'est pas aussi dominant que ce qu'on peut avoir. Pour le même prix à l'étranger, on a peut-être machin qui pourrait nous aider. Et donc, ou avoir un profil beaucoup plus intéressant par rapport à ce qu'on a besoin. Et donc, rendre l'échange intéressant ou ouvrir des possibilités d'échange. C'est vraiment pas simple. Hein. Avec Lugano, qui a Cal Anderson qui va aller à Lugano avec Alatalo, avec Muller. Il y arriva un défenseur étranger. Ça commence à faire... mais de nouveau, c'est des joueurs qui viennent d'arriver, ils vont pas échanger Alatalo. Enfin, du coup, c'est compliqué d'avoir forcément un bon... Il faut attendre un moment, en fait. Surtout... Alors, absolument. Mais je pense que durant l'été, attaquant contre défenseur, ça peut sentir ça du côté de Genève. On a quand même pas mal de questions, forcément, avec 2 semaines de rien. Tom Maillot, Tom Hannes, le coup de mou au mauvais moment. Donc on va commencer par cette question-là. Depuis le retour des JO, il joue beaucoup. Et il était dominant, mais moins dominant qu'avant. Il était dominant à Davos le premier soir, après les playoffs. Je l'ai trouvé excellent ce soir-là. Puis depuis, c'est vrai que je l'ai toujours trouvé un petit peu moins bon. Aussi, il nous a habitués à des standards d'excellence qui sont difficilement tenables sur une saison, a fortiori quand tu joues 30 minutes par soir. Et je pense quand même qu'il est rentré fatigué. Un jour, on apprendra peut-être qu'il est rentré blessé ou qu'il était blessé. Ça, j'ai aucune info à ce niveau-là. Je spécule juste. Mais... si on me dit qu'il n'était pas à 100% en fin de saison, alors a fortiori avec la blessure à Lugano, là il était clairement plus à 100%, mais même sur ses derniers matchs de la saison régulière, je pense qu'il n'était pas à plein régime. Henrik Temanes, donc oui, coup de mou, très très mauvais moment. Par chance, Vatanen a tenu un peu la baraque. Sur cette fin de saison, il était excellent, mais tu as besoin d'avoir tes 2 défenseurs très très bons et dominants, et ils n'ont pas été les 2 dominants en même temps. Mais ça, c'est aussi finalement le revers de la médaille d'avoir quelqu'un qui joue autant que Henrik Temernes. C'est qu'à 30 minutes, si tu peux l'avoir qui joue 22 minutes, admettons. Bien sûr. C'est 8 minutes que... Mais ça, on l'a dit toute la saison. Hein. Et on le disait aussi à l'époque pour d'autres joueurs qui jouaient beaucoup. Les calculs des minutes, tu nous l'as fait 6 fois. Même Phil DeVos, par exemple. Serait magnifique. Qui jouait beaucoup trop pour un attaquant. Donc, d'avoir ces minutes de qualité là... absolument. Et ça pose un problème, et peut-être que Cadieux, s'il est toujours à la barre, et d'ailleurs c'est une question, pourra peut-être un peu mieux manager ce temps de glace, parce que Temernas aura en plus quelques mois de plus. Il est toujours au top physiquement, mais il est quand même sur la trentaine. Cadieux de retour la saison prochaine ? Pour moi, oui. Pour moi, ce sera Yann Cadieux, l'entraîneur de Genève Servette, la saison prochaine. Dans les interviews d'après-saison, alors apparemment de ce que je sais, rien n'est signé. Gauchi a quand même laissé
transparaître son idée. Quand il dit on va pas changer pour changer, ça paraît tellement logique. Pour moi, finalement. il a tout dit. Finalement, tu as un entraîneur qui... Est-ce que tu juges Yann Cadieux sur 29 matchs de saison régulière où il a été excellent, enfin son équipe a été excellente, ou est-ce que tu le juges sur finalement une défaite à la maison, parce qu'aller perdre à Lugano, tu as le droit. Ouais. Est-ce que tu le juges sur cette défaite à la maison contre Lugano 2-1 ? Moi, je trouve ça un petit peu excessif. Et de prendre une décision drastique à ce moment-là, sur ce raisonnement-là, ça m'a l'air d'être un tout petit peu erroné. Et surtout, il faut aussi se mettre à la place de l'éventuel arrivant. Si le nouveau doit s'adapter au championnat de Suisse, tu te mets directement en danger. Parce que ça veut dire que celui qui va remplacer Yann Cadieux aura de la pression. Mhm. Sur le marché suisse, je ne vois pas vraiment qui pourrait venir jouer ce rôle-là. Donc, ok, tu vas chercher quelqu'un à l'étranger qui ne connaît pas le championnat, qui ne connaît pas les joueurs, qui connaît rien ici. Si les 2 premiers mois sont compliqués, je te laisse imaginer dans quelle situation se trouve ce nouvel entraîneur, alors que celui d'avant, qui est redevenu assistant, parce que Yann Cadieux a un contrat d'assistant, est toujours là sur la bande. Moi, je pense que tu te mets dans une situation bancale en prenant la décision de remplacer Yann Cadieux. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une autre question, c'est le mieux classé ne devrait-il pas affronter le pire qualifié grâce au pré-playoff ? Et moi, c'est surtout, au-delà de la question, c'est surtout la question des pré-playoffs. Mais c'est ce qui se passe. Le mieux classé affronte le pire qualifié. Ouais. Je pense que c'est plutôt en play-off, peut-être en quart de finale. Ah, pardon. Oui. Tu vois, le est-ce que tu reclasses Voilà. Oui, alors ça, c'est une évidence. Ça, moi, je comprends pas qu'on l'ait toujours pas fait. Je trouve aussi. Si Ambry avait sorti Lausanne, Ambry devait jouer Zug. Exactement. Et pas Fribourg. Parce que tu donnes plus de crédit à Zug d'avoir fini premier, ma foi, de se taper le dernier. Ou le moins bien classé, si on va t'es dire. 10e, ma foi, t'as un chemin, t'as un parcours d'obstacles. Il n'y a aucune raison que tu bénéficies de la bonne saison de Lausanne que tu as éventuellement sorti en pré-playoff. Exact. Pour affronter un adversaire potentiellement moins compliqué. Non, c'est une évidence que tu dois reclasser. Mais ça pose la question des pré-playoffs. On aime bien. Hein, alors moi, j'y suis absolument favorable. Totalement favorable, et j'y suis encore plus favorable avec l'arrivée d'une 14e équipe, parce que ça veut dire que si tu n'as pas les pré-playoffs, près de la moitié de ton championnat arrête mi-février à peu près. Ah, mais il y aura une relégation à 14. Alors ça, c'est le seul avantage qu'il y a. Alors dans ce cas-là, tu dis quoi ? T'as Langnau et Ajoie qui jouent pour pas tomber, puis t'as ce No Teams Land entre 9 et 12 où il se passe rien. Non, ça va pas. Pour moi, ça permet, et on l'a vu cette saison, à part Ajoie qui était dans sa propre catégorie, puis Langnau qui les a rejoints, même avec l'arrivée d'Yves Sarro, ça n'a absolument rien changé. Ils étaient partis à 120 dans un mur, ils ont pris le mur. À part ces 2 équipes-là, tu avais de la lutte pour la place 10, on l'a vu, hein, jusqu'au dernier soir, Berne a encore sauté à ce moment-là. Tu avais une grosse lutte autour de la barre de la place 6 du coup. Et tu avais de la lutte plus haut aussi pour se placer, mais ça c'est un peu plus traditionnel, disons. Mais il y avait de la lutte à tous les niveaux, et cette fin de championnat elle était parfaite. Par contre, effectivement, on peut se poser la question de ces 2 matchs qui te font partir en vacances si par malheur tu commences à la maison et tu rates ton entrée. Comment faire pour changer ça ? Il y a plusieurs options. Est-ce que tu fais domicile, extérieur ? Donc en fait, tu donnes à l'équipe de 7 et 8... Tu dis, vous jouez 2 matchs à la maison. Si vous n'êtes pas capable de finir en 2, vous allez devoir aller à l'extérieur. Ouais. Vous les coltinez. Plutôt que de se mettre sous la pression directement. Mais après, tu as les caissiers des clubs 9-10 qui disent, mais attendez les gars, nous on a un match quand même, sinon ça va pas en termes de recettes. Ouais. Bon, ok, ça va pas. Donc ça, on abandonne. Je réfléchis. Je sais où tu vas arriver. C'est la NBA. C'est mais la NBA, les Nord-Américains, quand il faut faire des formules de championnat, pas trop alambiquées, pas la formule Edmond Iso en football, où qui avait eu une époque qui était n'importe quoi. Tu divises par l'âge du capitaine quasiment. Mais à peu de choses près. En Suisse, on est tellement fort. Mais non. 7, 8, 9, 10 qui sont en play-in en NBA. 7, 8 s'affrontent. Le vainqueur est en play-off. 9, 10 s'affrontent. Le perdant est éliminé. Un match. Nous, on est là à nous dire, oulala, on a fait 50 matchs, tous jouent en 3. Eux, ils se font pas chier. Hein. Ils en font 82 et tu es éliminé sur un match. En baseball, c'est 162 pour les wildcards et c'est un match. Voilà, ils s'embêtent pas, les types. Hein. Alors oui, là aussi, il y a le caissier qui est pas content. Mais jouons-le en 3, pas de problème. Et le perdant du 7-8 affronte le vainqueur du 9-10. Pourquoi ? Ça te permet, si tu termines 7e ou 8e,
tu as 2 droits à l'erreur. Tu as 2 chances. Bah, d'abord, tu as ton premier play-in. Si tu le gagnes, c'est bon. Si tu le perds, tu joues celui d'en bas. Et les 9-10, ils n'ont plus le droit à l'erreur, ils doivent gagner 2 matchs. Ouais. Et je trouve que ça donne un vrai poids à la place 7 et 8, contrairement à actuellement, où on l'a vu, et l'année passée et cette saison, bah, ça peut vraiment vite tourner à l'aigre pour l'équipe 7 ou 8e. Et puis, ma foi, tant pis si t'as un gardien en feu en face qui te sort le match, puis que tu perds. C'est clair que il y aura toujours la formule magique. Tu la trouveras pas. Il y aura forcément un truc où tu dis ouais, mais sur un match, il y en a certains qui diront ouais, mais alors sur 5 matchs. Mais on a déjà expliqué, je pense, 15 fois que 5 matchs, le best of 5, c'est impossible parce que si ça va en 5 matchs, c'est une dizaine de jours, ça fait quasiment 2 semaines. Pendant ce temps, tu peux faire back-to-back, hein. Vendredi, samedi, dimanche congé, ouais, mais alors... lundi, mardi. Moi, j'ai aucune quête du Graal, 3 jours quête du Graal. Ouais, moi, j'ai aucune compassion pour les équipes qui ont fini 7, 8, 9 ou 10 puis qui viennent queener. Désolé, vous n'avez pas été bon durant la saison ou pas suffisamment bon, parce qu'encore une fois, Lausanne et Genève font pas des mauvaises saisons, hein, mais la barre, elle est à 6. Vous n'avez pas été suffisamment bon pour être top 6. Désolé, ma foi, il va falloir passer par un chemin un peu plus escarpé pour aller en play-off. Ben ouais, ça se passe par un double back-to-back. Puis si vous n'êtes pas capable de sortir en 4, eh ben vous jouez encore un 5e match qui aura lieu le vendredi. Si on décide de garder la formule actuelle, mais qu'on veut monter à 5 matchs, tu gères. Hein. Vendredi, samedi, lundi, mardi, si c'est pas terminé, ça se termine le jeudi. Attends, tu veux mettre des coups de fouet aussi aux gaillards pour qu'ils courent plus vite 4 matchs en 5 soirs, on l'a eu bien quelques fois cette saison. Hein. Ouais, alors à cause du Covid, mais sinon, c'est quand même... C'est raide, hein. Ouais. En plus, tu fais back-to-back à la maison, back-to-back à l'extérieur. Comme ça, t'évites les voyages. Ouais. Ah non, mais toi, c'est les tortionnaires. J'aurais pas voulu être toi en je sais pas quelle année, mais en tout cas, ça y allait. Hein. Ouais, mais là, tu joues en 5 matchs comme ça. Ça évite le oui, problème. oui. Ça évite le problème de Lugano vient voler le match 1 à l'extérieur et puis derrière, tu te retrouves dans la panade, ou comme Lausanne. Hein. Bien sûr. Lausanne t'en est sorti, Genève pas. On va vite se faire encore 2-3 petites questions là autour, puis parler d'Ajoie, parce qu'on avait dit qu'on le ferait, même si on va passer assez rapidement. Il n'y a rien qui nous dit, on a l'impression que Genève fait chaque année le coup des meilleurs éléments qui arrivent cramés en pré-playoff. Fallait-il interdire aux joueurs clés d'aller au JO? C'est dur, hein. Tu parlais de tortionnaire à l'instant. Ah ouais. Si tu as un joueur qui vient vers toi et qui dit je vais aller aux Jeux Olympiques, puis non, désolé, tu restes à la maison, ça va pas. Ça ne se fait pas. Donc... c'est dur, franchement c'est dur. Si c'était un championnat du monde qui a lieu chaque année, je te dirais évidemment. Là, moi je dirais même, tu t'interdis pas. Quoi. Non, t'interdis pas, mais j'entends clairement la question. Mais là, on parle de Jeux Olympiques, on parle de joueurs qui, à la base, ne sont pas censés aller aux Jeux Olympiques parce qu'il doit y avoir des joueurs de NHL. Et donc, quoique de Mernes, ça peut se discuter. Hein, ouais, mais même avec la NHL. Avec une équipe de... Il est tellement fort, Temernes, qu'il pourrait presque rentrer en considération. Comme défenseur sur les 7-8, quoi. Puis après, tout dépend comment il joue. Mais voilà, mais après, un Phil Poulak a sa carrière derrière lui, qui a une chance d'aller aux Jeux Olympiques, est-ce que tu lui dis, va pas? Non, je pense que c'est impossible. C'est la quintessence même du sport. C'est là où, justement, les Jeux Olympiques, c'est... Tu mets de côté tout ce... Alors, malgré ce qu'on n'aime pas sur le fait que les JO sont trop grands, trop d'argent, trop machin, pour les athlètes... C'est un truc tellement incroyable d'avoir cette médaille d'or. Ils se souviendront tellement toute leur vie que tu peux pas les priver de ça, finalement. Je trouve que c'est trop beau. Non, je suis aussi de cet avis. Mais ma foi, certains joueurs, on semble avoir payé un petit peu cher le voyage. Ouais. Il y a, alors on change, on passe à Berne. C'est que doit faire le STB pour revenir au premier plan, à part réengager Florence Schelling, bien sûr. Je sens une petite pointe d'ironie derrière cette question d'il n'y a rien qui va, mais... Ouais, je la sens aussi, parce que j'ai pas l'impression... Mais c'est ni positif ni négatif contre Florence Schelling, elle a juste rien eu le temps de faire, donc on sait pas. Mais par contre, alors, ce qui est sûr, c'est que Berne, sur le marché des transferts, alors on a vu Praplan partir, on a vu Cal Anderson partir, ils ont dégraissé, mais en même temps, ils étaient allés chercher Marco Lehmann, Joël Vermine, Romain Leffel... On parle aussi de Sven Berchi, justement. Les départs de Praplan et Anderson seraient pas complètement anodins pour gratter un peu de pognon. Quoi. Moi, ce qui m'inquiète pour Berne, c'est que je suis quasi certain que Dominique Cahoun va partir. Et on n'a pas assez profité de Cahoun cette saison. Mais il va avoir une chance en NHL. Pour moi, c'est pas possible autrement qu'un joueur comme ça,
à cet âge, avec le passé qu'il a déjà là-bas et le vécu qu'il a déjà là-bas, ne trouve pas une place de travail en NHL la saison prochaine. De ce que je sais, il y a pas mal d'offres, pas mal d'intérêt d'offres, c'est peut-être un peu excessif. Il y a pas mal d'intérêt autour de lui et je le comprends complètement. C'est un Bien joueur sûr. qui a 26 ans et qui fait... Alors, il était dans une équipe de Berne qui était chaotique la moitié de l'année. T'es gentil, chaotique. Ouais, j'ai essayé de me maîtriser. Mais il fait quand même son point par match. Mais au-delà du point par match, il est dominant, il est rapide, il est fait pour avoir du succès en Amérique du Nord. Et finalement, c'est quand même un joueur qui a déjà près de 200 matchs de NHL, 83 points. Il va partir. Je vois pas... Alors, il a encore un contrat. Hein, Ouais, il avait signé 3 ans. Hein, si exactement. Du coup, avec l'Alex Suter, si tu perds un étranger, tu dois le remplacer par un Suisse ou pas? Je sais pas si on a réussi à inventer une connerie comme ça aussi. Non, c'est bon. Ça c'est Edmond Iso. Ça, c'est terminé. Mais si ton étranger part en NHL, tu dois le remplacer par un junior. Alors, on a inventé une règle. Comme nouveau joueur, à part ça aussi, il y avait Eric Gélina en défense hein, Oui. qui va venir. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont pu se permettre de laisser partir Cal Anderson. À part ça aussi, Cal Anderson, Praplan. Je me rappelle quand les joueurs ont signé. C'était des grosses batailles quand Anderson était en fin de contrat avec Berne déjà. On était là, c'était la bataille, savoir qui allait empocher Cal Anderson. Puis finalement, Berne, on sait qu'ils avaient payé solidement, on va dire, pour pouvoir garder le joueur. Rappelons, on était au championnat du monde à Bratislava quand il avait signé. Je sais plus si on était allé lui dire, dis donc, t'aurais pu nous dire que tu signais à Berne. C'est sorti pendant la matinée des médias. C'est ça, gros sourire. Il était fou de rage dans un coin parce que ça devait pas sortir à ce moment-là. Et là, il avait aussi touché un joli salaire. Donc, pour l'instant, c'est 2 contrats, si on prend statistiquement parlant. C'était pas extraordinaire. Donc, il n'y a pas que d'autres clubs qui font peut-être des fautes des fois avec les gros contrats et que les joueurs ont tellement raison et les agents ont tellement raison de pousser au moment et que des fois, finalement, a posteriori, de pas signer ce contrat, c'était finalement peut-être la meilleure chose que le club qui se dit oh, on a raté tel et tel. T'es là, ouais, mais t'as quand même économisé un sacré paquet de pognon qui t'a permis d'aller chercher un autre joueur finalement, peut-être moins cher, mais qui t'a été pas moins utile, si je puis dire. Puis si on parle quand même un tout petit peu d'Ajoie, une fin finalement qui est à mieux que ce qu'on aurait pu penser quand on voit cette série de 19 défaites. Il y a quand même eu 2-3 petites victoires à la fin qui ont montré qu'il y avait quand même... de la vie. Ouais, ils se sont accrochés à quelque chose. J'ai bien aimé cet état d'esprit-là de finalement pas complètement lâcher. Et que, on va dire qu'en 10 matchs à peu près, je sais pas si on peut dire que Julien Vauclair a professionnalisé le club vitesse grand V, mais j'ai l'impression qu'il a réussi à redonner quelque chose. Un petit soupçon d'âme à cette équipe à la fin. Est-ce que ça suffira pour l'année prochaine? Parce que ça risque d'être vraiment, vraiment difficile. Ouais, après, je pense qu'ils partaient de tellement bas qu'on a aussi un peu baissé nos standards. Mais si tu regardes les derniers matchs d'Ajoie, c'est défaite 3-0 à Davos, c'est défaite 3-1 à la maison, c'est contre Berne, défaite 4-1 à Genève. Après, ils ont une victoire contre Langnau dans le derby des Cancres. Puis ils perdent 5-0 contre Rapperswil à l'extérieur. Ils ont quand même une fin de saison qui est assez compliquée. C'est pas du 11-0, voilà. Mais voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Défensivement, ça a quand même un petit peu mieux tenu. Tu avais l'impression qu'au moins les joueurs jouaient pour quelque chose en fin de saison. Alors, on a aussi un petit peu dans un coin de la tête le dernier match avec Gary Sheehan qui s'était terminé par une catastrophe, quoi. 11-0, on en a suffisamment parlé à ce micro, non, n'y revenons pas. Mais, tu te rappelles avant la saison, qu'est-ce qu'on disait? Moi, je voyais Ajoie à 25 points. Ils finissent à 26. Cette victoire contre Langnau qui aurait pu être après prolongation, comme ça aurait été parfait, un beau 25 points. Mais, oui, ça peut aller mieux l'année prochaine, mais pour arracher les pré-playoffs, il manque 40 points. Je me souviens que quand on a fait Gary Sheehan au début de saison, lui, il estimait que les 50 points étaient atteignables. Et je me disais, mais 1 point par match, c'est complètement fou. Et c'est là que tu vois la difficulté que tu as de faire 1 point par match en Mais National League.
Et je vais me faire l'avocat du diable, parce que moi je les voyais à 25 points. Hein. Mais quand il me dit ça, à aucun moment, moi je me dis, non mais Gary, nous on l'a pas dit, hein, ni toi ni moi. Tout à fait. Même si moi j'étais convaincu. Mais c'est difficile aussi de Alors, commencer à dire à l'entraîneur, dis donc mon gars... vous allez vous prendre des tôles, calme-toi un peu, on est bien d'accord. Mais à ce moment-là, on allait tous un peu dans l'inconnu. Et moi je me disais, avec 25 points, j'étais un peu pessimiste. Ouais, tu te disais ça, effectivement, je me rappelle. Mais si lui te dit ça, tu dis bon, ok. Il connaît quand même assez bien le truc. Mais ça veut quand même dire que tout le monde est parti un peu dans l'inconnu. Et maintenant, on a une sorte de benchmark. Si tu es une bonne équipe de Swiss League et que tu montes, va falloir s'attendre à une saison comme celle-ci. Et ça va être intéressant de voir qui de Cloton ou Holton, parce que on prend quand même cette direction-là. Le troisième qui peut monter, c'est Viège. Donc voilà. Oui, j'ai toujours parlé de Viège, mais à chaque fois, tu me reprenais. Alors j'arrête de parler de Viège. Bah, ils sont quand même encore toujours menés par la chaux de fond. Donc, oui, je suis d'accord. Alors que Cloton s'est sorti en 4-0, que Cloton s'est sorti 4-0, Holton 4-1, ils ont juste eu il y a le fameux est-ce qu'on perd le match 4 à l'extérieur, comme ça le caissier a une recette supplémentaire. Ce caissier. La théorie qui vient à chaque play-off, on se réjouit du prochain 3-0 en quart de finale, qu'on puisse nous la ressortir celle-là. Mais effectivement, on va dire que le faisceau d'indices nous disant que Cloton et Holton sont quand même parmi les favoris pour la promotion, on est toujours bien là-dessus, quoi. Je pense qu'on y est et va falloir qu'ils se renforcent durant l'été, parce qu'on a vu que si t'es pas prêt à assumer ta promotion, bah tu prends assez cher. Maintenant, Ajoie a une vision, du coup, a une direction qui a été prise. Il y a eu un 180 degrés qui a été fait. Ok, ça n'allait pas, on change complètement notre fusil d'épaule. On se sépare de Gary Sheehan. Vincent Lechen n'est plus le directeur sportif, c'est Julien Vauclair qui prend la barre. Tu as vu, ils ont perdu Freddy Rotten, qui était l'entraîneur des M20, qui était l'assistant, qu'à un moment, quand Julien Vauclair a dû partir pour des raisons familiales, il avait quelque chose, enfin il avait Freddy Rotten sur le banc, et lui il va aller comme assistant à Winterthur. À Winterthur, ouais. Donc c'est quand même, parce je crois qu'il vit dans la région zurichoise. Je me disais, il a longtemps joué à Cloton, donc il y a de bonnes chances qu'il ait 2-3 attaches par là-bas. Et je crois qu'il faisait, ou en tout cas, pas mal de fois les trajets. Enfin, c'était pas forcément viable. Mais ça tombe un peu au moment où tu te disais, ah bah tiens, Tristan Vauclair, Freddy Rotten, des anciens du club qui viennent aider le club à se structurer, des gars qui ont connu, qui ont des carrières longues comme le bras en Liga à l'époque. Je trouve un petit peu dommage d'avoir ce départ-là à ce moment-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, sur le marché des transferts, maintenant, il y a une priorité absolue, c'est réussir dans les engagements des étrangers, trouver les bons étrangers. Ouais, mais quand on a déjà 4 sous contrat. Hein. Ouais, mais tu es obligé d'en avoir. Tu vas devoir en avoir 2 supplémentaires bons. Oublie pas que Asselin va jouer cette saison, ce qui va quand même changer. Ezen va jouer, pas Asselin, pardon. Ce qui change quand même un tout petit peu la donne, parce que, comme on l'a déjà dit plusieurs fois à ce micro, si tu joues toute ta saison avec ton duo Ezen De Vos, ça change quand même un petit peu. Surtout qu'on avait l'impression qu'en écoutant les spécialistes aussi, que Hazen avait plus un profil pour être dominant en National League que De Vos. Oui. Parce qu'il avait plus de vitesse, parce que je crois que c'est Geoffrey Vauclair qui disait à notre micro en pré-saison, quand on a fait cet épisode, il imaginait bien Hazen grâce à sa vitesse. On n'a pas eu l'occasion de le voir, malheureusement non. Donc là aussi, avec ça, tu commences avec ton premier duo. J'ai l'impression que je fais l'équipe Hockey Manager avec des duos, mais t'as ton premier duo Ezen De Vos. Tu leur colles un ailier, genre un Kai Cheveri d'ailleurs, qui peut être un joueur capable de marquer des buts en National League, qui peut jouer à ce niveau-là, qui a joué avec des étrangers, qui peut prendre un rôle s'il est là la saison prochaine. Du coup, ça va être intéressant, mais voilà, tu dois pas te planter, tu as un bon gardien, tu vas devoir engager. C'est avec toi que je fais la théorie une fois, mais si tu dois partir de zéro avec tes étrangers, t'es à joie, tu en prends presque 3 derrière et 3 devant. Complètement. Alors, mais malheureusement, ce serait possible, hein, il reste 2 licences. Il reste, exactement. Donc, tu as le Duc et 2 défenseurs. Moi, c'est presque comme ça que je partirais. Il y a Thomas Thierry qui a signé, donc un défenseur confirmé de National League, encore relativement jeune, capable d'amener du poids. Ça, c'est bien.
Mais c'est clairement pas suffisant. Non, mais du coup, tu parles avec tes 3 défenseurs étrangers, 3 attaquants étrangers. Tu essayes de pas perdre 5-0, mais de tenir longtemps les 0-0, les 1-1, les 2-2, et puis voir ce qui se passe en fin de match. Mais ce serait intéressant de partir sur ce... Mais après, tu te diras, ouais, mais bon, faut quand même un peu marquer des buts de temps en temps dans ce jeu. Mais quel était le plus gros problème d'Ajoie cette saison? Est-ce que c'était de marquer des buts ou de ne pas en encaisser? Je crois qu'ils ont eu beaucoup plus de peine à pas en encaisser. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe au prono. Oui, après 2 semaines d'arrêt forcé, retour au prono. Avant de parler des quarts de finale, il y a un petit pari qui vient dans un coin de la tête. Et on en a déjà parlé plusieurs fois, nous deux, en aparté, en buvant le café. Mais l'équipe de Suisse, lors du prochain championnat du monde en Finlande, est à 20-1 sur la Loro actuellement. Vous allez me dire, hey, calme-toi un petit peu, c'est pas parce que tu vas en Finlande qu'il faut t'emballer, je suis d'accord. Mais si on se projette un tout petit peu, puis on se dit, cette équipe de Suisse aura Romagnosi, Timo Meyer, Nico Hischier, Siegenthaler, Yanis Moser, Souter, Kourachev. Voilà. T'as déjà quasi 2 lignes de joueurs de NHL. Voilà. De joueurs d'Amérique du Nord, on va dire au sens large, mais de NHL. C'est tous des joueurs établis en NHL maintenant. Qui cartonnent bien. Quoi. Voilà. T'as le meilleur défenseur offensif du monde. J'ai pas dit meilleur défenseur. T'aurais même pu. Voilà. En tout cas, défenseur offensif, ça ne se questionne pas. Candidat au titre de MVP de NHL, parce que mine de rien, au moment, il faut quand même juste dire les choses comme elles sont. Il est candidat. Je dis pas qu'il va l'avoir. Je pense qu'il ne l'aura probablement pas. Ouais, je pense aussi. Mais c'est un candidat crédible où tu peux poser la question sereinement. Romagnosi mériterait-il le titre de MVP de la saison de NHL? On a le droit de dire non, mais on aurait le droit d'argumenter le oui. Complètement. Là, il est en train d'arriver à une saison de 100 points selon sa projection actuelle. C'est phénoménal ce qu'il est en train de faire. Timo Meyer, il marque des buts, il ne sait pas comment tirer à côté de la cage. Là, il s'est blessé, j'espère que ce ne sera pas trop grave, mais il a marqué un quintuplé en fait, rien que ça, cette saison. C'est quand même... L'achievement, j'essaie de trouver un terme en français, mais de réussir à faire ça en NHL. Déjà, on a vu Stransky l'a fait en Suisse. On a fait un pataquès ici, à raison. Hein. Mais tu commences ta première ligne offensive, tu as sur une aile, tu as Meyer, au centre, tu as Hischier, et sur l'autre aile, allez, on fout Grégory Hoffman, comme ça. Deuxième centre, tu as Pius Souter, parce qu'on le veuille ou non, c'est un centre. Pius Souter, on arrête avec toutes les conneries maintenant qu'on le met à l'aile. Pius Souter, c'est un centre. C'est ton deuxième centre. Sur les ailes, ça va, je crois qu'on a un petit peu de qualité à mettre là. Ton troisième centre, ça peut être qui? Ça peut être Enzo Corvi? Moi, je mettrais presque Kourachev dans le... Kourachev? Malgin? Mais Malgin, finalement, paye un peu l'arrivée de Nico Hischier. Il y a Andrighetto, on cherchait des ailiers. Alors non, je suis pas inquiet pour les ailiers. Non. Ouais. On les a, les ailiers. On est serein sur les ailes. Malgin, tu peux pas le laisser à la maison avec la saison qu'il fait. Bref, on va pas faire tout le reste de l'équipe ici. On aura le temps de le faire encore un sacré moment. Mais c'est juste pour dire 20-1 pour une équipe qui aura peut-être une première ligne. Meyer, Hischier, Hoffman, qui a le meilleur défenseur du monde dans son contingent. Au niveau des buts, ça va, on va pas trop trembler si tu pars avec soit Djenani, soit Berra, soit les deux, avec un peu de chance. Parce que s'ils voient, les cocos, ils voient que t'as l'armada de NHL qui débarque, ils vont se dire, ouais, peut-être que je vais encore faire un mondial cette année, quoi, parce qu'il y a quelque chose à aller chercher. Puis après, en Suisse, on a quand même de la qualité, on a des joueurs d'expérience. Sur ta défense, tu rajoutes encore un Mirko Müller qui sait comment on fait au niveau international. Un Raphaël Diaz, il est toujours là. Tout à fait. L'équipe de Suisse, qu'on la connaît, on va pas faire tous les noms, mais c'était juste pour pointer du doigt que 20 contre 1, pour moi, je trouve ça très rigolo à tenter. C'est assez haut, c'est surtout ça, quoi. C'est trop haut, c'est beaucoup trop haut. La Suisse ne sera pas favorite du championnat du monde. Non. On est bien d'accord. Mais on enlève la Russie aussi, ça fait quand même aussi encore une équipe qui est censée 6, nous embêter, voilà. Donc du coup, après, tu arrives sur une demi-finale. Si la Suisse arrive en demi-finale, moi, je suis très content, le 23 mars, de m'être dit, tiens, parce qu'en cours de tournoi, la cote va baisser. Plus le tournoi va approcher, plus la cote a de bonnes chances d'évoluer, en tout cas vers le bas. Elle va surtout pas, quand on aura les rosters loin. Aussi. Hein, voilà. Et si la Suisse commence à gagner un match ou deux, on va vite se retrouver avec une cote à 12 ou à 11. Puis nous, on sera très content d'avoir investi à 20 aujourd'hui. Mais alors, si on part maintenant sur les playoffs, oui.
On a ces 4 duels. Il y a forcément un Fribourg-Lausanne qui tente, parce que c'est 2 clubs romans. Faudra voir avec Zurich-Bienne, parce qu'il y aura déjà eu ce match ce soir. Et Zurich sera à l'extérieur. Ce sera le seul favori à l'extérieur vendredi soir, le soir où on Exactement. Enfin, favori. Ce sera le membre du top 4 qui jouera à l'extérieur, alors que les 3 autres joueront à la maison. Mais, alors... favori, c'est pas le bon mot. Zurich, on en parlera aussi après, quand on parlera justement de la série Bienne-Zurich, sur ce que Zurich doit faire pour éventuellement gagner. Mais s'ils arrivent à se mettre en équipe, je serais assez partant pour voir si la cote de Zurich est autour de 2. Elle sera beaucoup plus haute. Elle sera beaucoup plus haute. Elle sera vers de 40, de 50. Intéressant. Moi, j'aime bien ça. Je trouve que... Mais évidemment, ça impliquera quand même de voir le résultat du premier match. A fortiori, si... ça fait 3 fois que je le dis sur cette... Bref. Si Bienne venait à faire quelque chose le premier match, puis Zurich commence à se retrouver un peu dos au mur au match 2 à Bienne, moi, j'aime bien cette cote également. Après... Moi, j'aime bien Davos. J'aime vraiment cette équipe de Davos sur cette série contre Rapperswil. J'imagine là également, parce que pour l'heure, les cotes ne sont pas sorties sur le site de la Loro, mais on peut assez sereinement imaginer un Davos vers les 2,5, 2,60, quelque chose comme ça. Et là, ça devient assez intéressant. Après, évidemment, on sait ce qui va se passer. Je vais m'emballer, puis je vais prendre Davos avec handicap à 4, parce que c'est une cote qui va me faire rigoler. On sait tout à fait ce qui va se passer. Mais la ligne avec Bromé, Rasmussen, Stransky, ils ont quand même très bien fini le championnat. Oui. Alors, il y a eu cette pause. Comment on sort de cette pause? On a dit que c'était un peu comme une pause olympique. Faut relancer la machine. Ce qui est bien, c'est que Rapperswil doit faire la même chose. Il y a eu une pause, ils doivent aussi relancer la machine. Alors, est-ce que nous, on a tendance à sous-estimer et on se fera avoir tout le long jusqu'à ce que Rapperswil se qualifie pour les demi-finales en disant « Eh ben, on les a encore sous-estimés, mais voilà, Rapperswil est passé. » J'ai quand même aussi envie de dire que Davos, avec Ambul, avec Corvi, avec les étrangers, avec Nygren, il y a quand même un peu plus de... comment dire, d'expérience de ce qui pourrait aller en play-off, alors que finalement, Rapperswil est en demi-finale l'année passée, et pas Davos. Donc, je m'auto-annule. Tu fais le débat. Vas-y, continue. Redonne un autre argument. J'aimerais bien voir Schliemann aussi. Je trouve qu'il a été bon pendant la saison régulière, mais maintenant, il faudra voir si en play-off, quand ça va compter un peu plus, quand ça sera un petit peu plus sérieux, est-ce que ça va passer Dominique Egli en play-off, quand ça va être un peu plus serré, qui sait qui va se sortir parce qu'il y aura moins de goals marqués. Il y a plein de questions à se poser. On n'aime pas la cote de Lausanne à Fribourg. Ils vont être... Là, je regarde les projections sur les autres sites internationaux. Ils vont être vers 3-1 Lausanne sur le match 1 à Fribourg. Une équipe de Fribourg qui pourrait être prise à froid par Lausanne. Moi, je l'aime bien, cette cote. Et on sait, là aussi, je vais m'emballer. Je vais prendre le handicap à 5,5 ou j'en sais rien, quoi. Et ça va pas passer. Mais moi, j'aime bien. Ça pourrait aussi m'intéresser. Alors, évidemment, tant que les cotes ne sont pas sorties, on peut rien faire. Pareil. Ce sera sur nos réseaux sociaux dès vendredi matin, aux alentours de 9h, si tout se passe bien. Notre choix pour le match de vendredi soir. Ouais, puis c'est cool. Puis on espère que vous interagissez avec nous, parce que vu tout ce qu'on est en train de se dire, peut-être, il y aurait ci, il y aurait ça, je pense que les auditeurs seront exactement comme nous à se dire « Ouh, c'est tentant. » Jouer sport, un jeu de la loterie romande. C'est parti, on passe au play-off. Alors, on va évidemment se garder une grande partie pour Fribourg et Lausanne. On fera à la fin, mais on voudrait commencer par cette série avec Bienne-Zurich. Bienne était... Finalement, on s'est aussi posé la question de savoir si c'était bien de finir 6e, parce que ça impliquait que tu te prenais Zurich en quart de finale. Et cette équipe zurichoise, on en a fait, je pense, depuis le mois de septembre, on en a fait notre favori au titre. À un moment, on s'est posé la question, quand ça allait moyen, quand Grunborg était remis en question, etc. Jamais douté de Zurich depuis... Tu réécouteras les épisodes de décembre. Non, mais d'accord. Mais ça me fait rire quand même qu'on se dise jamais douté d'un... Jamais changer mon fusil d'épaule. On a toujours dit quand même que les deux clubs en Z nous semblaient
malgré tout, quand même, est toujours des plus sûrs candidats au titre. Encore maintenant, on va dire, avec Kovar au goal. Jakub Kovar à Zurich. Hein. Oui, pardon, Tu effectivement. parles des deux Z, on va pas s'en sortir sinon. Avec Jakub Kovar au goal, ce que je trouve d'ailleurs très dommage pour Ludovic Weber, parce qu'il a complètement disparu de l'équation. Ça, c'est un sacré coup dur alors qu'il faisait pas des mauvais matchs. Mais Grunborg a l'air d'être absolument clair sur son numéro 1 en ce moment et il donne quasiment jamais de match de congé à Kovar. Donc voilà. Si on a donné une interview, c'est un de mes collègues alémaniques qui a eu Sven Leuenberger à l'interview. J'aime bien que Sven Leuenberger, il a en gros dit ce qu'il fallait avant cette série et ce qu'on pense tous. Je suppose, de Zurich pour que Zurich soit performant, c'est si Zurich arrive à bosser en équipe, Zurich va être vachement dur à battre. Et bosser en équipe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire évidemment aller gratter les pucks, mais ça veut surtout dire pour certaines stars ou certains joueurs dominants de Zurich d'accepter que t'as pas de temps en powerplay. Et que ma foi, oui, va falloir aller jouer le 3e bloc ou le 4e bloc ou je sais pas, un temps de jeu limité. Aller peut-être faire du box-play, aller te donner, aller bloquer des shoots. Peut-être qu'un Dennis Hollenstein, peut-être qu'un Bodenman, peut-être que des joueurs comme ça, de leur dire, voilà, est-ce que vous acceptez ce rôle ? Si oui, si un Kenville accepte ce rôle, parce que forcément que ça va être un peu plus compliqué de demander ça à Malguin Andrighetto, il faut quand même des gars qui marquent des buts. Mais si ces joueurs-là acceptent de se faire un peu plus mal, ouais, ça va être chaud. Hein, Ouais, surtout là, on se retrouve avec les deux équipes qui ont 5 licences étrangères. Qui s'affrontent. C'est le licencico, c'est ça que tu veux Exactement. Mais du coup, Zurich, avec Kovar, a toujours 4 licences sur la glace. Ça veut dire qu'avec Noro, qui est inamovible, derrière, tu as Garrett Rowe, qui fait pas une grande saison, mais les playoffs arrivent. Et il avait quand même eu un problème de mâchoire. Il a quand même mangé, je pense, la purée de 3 jours, effectivement. Mais il fait pas, malgré tout, depuis son retour, tu t'es jamais dit, et tiens, et si je prenais Garrett Rowe hockey manager ? Tout à fait. Tu vas te poser la question dans pas longtemps, si ça se trouve. C'est effectivement assez intéressant parce que de se dire, on va regarder un peu comment il va faire. Garrett Rowe, playoff. Ouais, j'aime bien tout d'un coup. Rowe, Azevedo, Kenville, Noro, c'est des Nord-Américains qui connaissent comment on fait, qui ont l'habitude des playoffs, on va dire. Et il y a encore Kruger qui t'offre des options si l'un de ces 4-là ne joue pas. Ou au contraire, tu peux même aller plus loin. Tu peux dire Kruger est très clairement un de mes 4 hors Kovar. Et je sors Azevedo, par exemple. Complètement. D'ailleurs, avec Kruger comme centre, j'aurais tendance même à Kruger à le poser sur la feuille. Oui. Mon côté est en me disant, je veux un centre défensif, ça va se jouer un peu plus serré. Il y aura moins de goals marqués, il va falloir aller gratter un peu des trucs, pas trop jouer en périphérie. Ça appelle Marcus Kruger, on va dire, qui a quand même l'expérience de la NHL, qui a l'expérience avec les Blackhawks, il a l'expérience des playoffs. Moi, ça me semble être assez logique, finalement. D'ailleurs, au dernier match, Rowe était absent. Je ne sais pas s'il était surnuméraire ou s'il était blessé, mais je pense qu'il était surnuméraire. Mais si tu as Rowe et Kruger qui sont là, tes centres, ça devient Rowe, Malgin, Kruger pour les 1, 2, 3. Ça devient vraiment intéressant. Il joue avec Sigrist au centre, j'aime bien ce choix. Et après, tu as Sheppy en centre de 4. Puis tu as Dominique Diem qui peut aussi faire le centre s'il faut. Et Sigrist, tu peux le mettre sur une des ailes quand tu veux, il n'y a aucun souci. Et Hollenstein de retour. Ouais, c'est bien. Pedretti, ce qui est intéressant, qui joue Pedretti sur la première ligne. Oui. Ça te permet de diluer un peu ton talent, de ne pas avoir on va dire, pour comparer le modèle zurichois avec le modèle zougois, une Hoffman, Kovar, Simeon, mais plutôt à cet endroit-là, à la place d'un Simeon, je sais pas, tu aurais un Barhoffner qui vient amener un petit peu une autre dimension peut-être à la ligne, et ça te permettrait d'avoir un Simeon sur une 3, et donc d'avoir un peu plus de talent sur 3 lignes. Et Hollenstein vient amener cette profondeur-là un petit peu plus bas dans l'alignement, ou Bodenman, ou Kenville, et etc. quoi. Voilà, bon courage aux Biennois. Non, si on se penche un petit peu plus du côté de Bienne, apparemment, selon le Journal du Jura, le premier match a lieu dans 2 heures pour ceux qui écoutent le podcast très rapidement. Et vu qu'on est déjà à bientôt 50 minutes du podcast, et si vous avez tout écouté depuis le début, on est tout proche. Et
Mais voilà, il manquera Luca Conti, visiblement, selon le journal du Jura. Tino Kessler s'est entraîné à part, donc pas sûr qu'il soit sur la glace. Et surtout, et plus important encore, on parlait des 5 licences avant. L'idée des 5 licences, c'est là où Bien avait un avantage sur la concurrence, c'est qu'il y avait Joran van Pottelberg au but, et donc 5 joueurs de champ étrangers. Avec Shikin qui doit jouer, parce que tu peux pas partir en play-off avec Alien Pope, du moins c'est pas la voie qu'avait choisi Steinegger en engageant un gardien étranger au cas où. Eh bien, t'as plus que 4 étrangers sur la glace. Si en plus il te manque un Luca Conti comme deuxième centre, ouais, je pense que. Heureusement qu'il y a Salinen, on va dire. Heureusement qu'il y a Salinen. Assez de retour de maladie, une maladie qu'il a quand même un peu mis sur les plans un long moment. Il a eu un Covid compliqué à gérer, de ce que j'ai cru comprendre. Ouais, Bien ne part pas avec les faveurs de la cote dans cette série. Je peux imaginer que Zurich va s'en sortir. Je vois pas comment en fait Zurich ne va pas s'en sortir. Et même si on réfléchit de manière un peu plus globale, je réfléchis qui va arrêter Zurich, pour te dire. Bon, là, je te sens pessimiste quand même, finalement, avec Bien. Est-ce qu'on peut Alors que essayer... j'étais un des plus optimistes avant la saison, mais Exactement. là, il y a quand même là, il y a un piège à loup devant eux, puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de chemin pour passer à droite et à gauche. Si mais le petit chaperon rouge peut quand même battre le loup, donc il faudrait quoi pour que Bien puisse passer? Il faut un Damien Brunner au sommet il a fait sa meilleure saison statistique depuis son retour d'Amérique du Nord. Évidemment, quand il était avec Zug, il avait gagné les compteurs de la Ligue une saison. Il était avec Zetterberg, ça aidait aussi un poil l'histoire. Mais il a un point par match, 40, en gros 45-45 ou 44-44, je sais plus. Donc vraiment plus de 20 buts. Il est là. Mais tu lui enlèves Kunti. Si Kunti est pas là, c'est un peu compliqué justement à ce niveau-là. T'as Radgeb qui a une longue blessure, qui a mis du temps à revenir, alors il est de retour. Tu disais pour Gaëtan Haas aussi. Gaëtan Haas, une longue maladie. Mais si ton premier duo Haas-Rayala tourne déjà, si Ishier peut jouer, est en santé à côté d'eux, t'as déjà une très bonne première ligne. Faut remplacer Kunti par Salinen, tu disais avant. Je peux imaginer que ce serait une des pistes. Je dis pas que ça va être celle-là, mais t'as quand même 2 lignes qui sont complètement correctes. Hein. Et après, sur une 3, tu peux avoir du Hugli, tu peux avoir du Kessler. Offer ah non, Kessler est out. Hein. Ah ouais, Kessler est out. Offer est là aussi. Offer, oui, juste par contre ça. Il y a quand même des armes. Et surtout, mais la question, elle va passer peut-être par la défense. Parce que si, face à Zurich, tu dois essayer d'encaisser un but de moins que ton adversaire. Tu vas pas vouloir marquer un but de plus. Löw va être vraiment, vraiment déterminant. Exactement. Et tout le jeu de cette série, ça va être d'être capable de contenir l'attaque zurichoise. Forster aussi, je pense, du coup. Forster a un vrai intérêt. Parce qu'on disait Yakovenko, on disait Radgeb, mais ça, c'est des défenseurs offensifs. Tant mieux s'il peut foutre un plomb de temps en temps. Le truc, ça va être d'abord d'aider Shikin à contenir l'offensive zurichoise, finalement. Et que du coup, ça passe par des défenseurs. Alors, Radgeb, ça va être de jouer défensivement solide, en fait. Exactement, et il en est complètement capable, on l'a vu. Hein, cette saison, il a progressé de ce côté-ci de la glace quand même. Löw, c'est pas un joueur qui a une énorme expérience de play-off. Il a 29 ans, quand même. Mais les dernières saisons, il était à Jokerit et chaque fois, ils se sont fait sortir au premier tour avec Jokerit en KHL. Il a 3 matchs, 6 matchs, 5 matchs de play-off. Avant, il a une fois une saison à 11 matchs de play-off avec Toronto en AHL, mais 11 matchs, c'est pas non plus un run en play-off incroyable. Est-ce qu'il est capable de jouer à ce niveau-là? Je pense que oui. Il a fait une très belle saison, Victor Levin. Il a 27 points et il est solide défensivement. Et voilà, t'as raison, c'est là où l'une des clés de la série. Maintenant, c'est malheureux, hein, mais j'ai quand même l'impression qu'au bout d'un moment, ton talent va faire la différence quand tu es Zurich. Et surtout face à une équipe qui a 2-3 pièces un petit peu branlantes en ce moment. Justement, je pense à Gaëtan Haas qui est de retour, mais ça a pris du temps. Radgeb, ça a pris du temps. Van Pottelberg sur les plots. Pour moi, il y a trop de petites pièces qui marchent pas normalement actuellement pour que ça tourne. Bah moi, je te dirais, je trouve qu'il y a un peu trop de points d'interrogation et pas assez de points d'exclamation. Oui. Finalement, si je devais résumer, c'est que je t'écoutais énoncer les petits soucis, puis je disais, ah ouais, bah ouais.
en fait, on était au conditionnel. S'il marche bien, ça peut passer. Ou bien s'il est en santé, ou s'il arrive à revenir, ou il faudrait que... toutes ces questions-là, on espère qu'elles auront que des réponses positives pour Bienne. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu obligé de donner l'avantage à Zurich en ce moment, parce que Zurich a moins de questions ouvertes, finalement. Bon, Greg, gros morceau maintenant. On va parler de Lausanne avant le quart de finale contre Fribourg. On va aussi revenir quand même. On est obligé de reparler de ce pré-playoff contre cette série Best of 3 contre Ambry. Bien sûr. J'adore et je trouve que malheureusement, il n'y a pas eu assez de fois. Je vais le dire, mais c'est clair que c'est ton terme. C'est le chiassico. Et je trouve le chiassico, clairement. C'était tellement bien vu. Ça va tellement avec ça. Et on l'a vu plein de fois en cette fin de saison, quand les deux équipes ont envie de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour pas prendre un goal. C'est de dire, oui, mais vous savez qu'il faut aller marquer. Non. Le but, c'est de pas en prendre. Ils ont la chiasse, ils se disent, qu'est-ce qu'on va pas faire pour vraiment pas prendre un goal. Alors Lausanne, des fois, ils aiment bien faire des relances à l'adversaire. Parce que alors pour moi, on va être clair, Lausanne était la meilleure équipe, Lausanne est passée, Lausanne s'est fait peur. Mais parce que des fois, honnêtement, Lausanne a offert un nombre incalculable d'actions à Ambri-Piotta. Est-ce que tu as vu, durant ces 3 matchs, franchement, une action construite où c'est parti de l'arrière, où il y avait vraiment à 5 contre 5, où tu te dis, ah ouais, j'ai bien vu le schéma, ils ont vraiment réussi à prendre un défaut grâce à leur tactique, le truc de Lausanne, peut-être 1-2 fois sur l'ensemble des 180 minutes de jeu. Mais sinon... Non, tu avais vraiment l'impression qu'à chaque fois qu'Ambry attaquait ou marquait, c'était lié à une erreur défensive adverse, à un powerplay, à un contre. Une fois, c'est un petit décalage, le gars, ouais, quand Doty sort du banc des pénalités, puis là, ils se retrouvent à un 2 contre 1, ils ont réussi à créer un surnombre. Mais à part ça, Ambry, comme tu dis, le but, c'est de ne pas en prendre. J'aime bien cette formule. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils se sont dit, on va verrouiller autour de notre gardien le plus longtemps possible, et on va voir, plus le match va durer, plus l'adversaire va se frustrer. Il s'est passé quoi au match 1 ? C'est exactement ça qui est arrivé. Tu t'amènes le match où tu veux, à savoir être encore dans le match à 40 minutes. Et après, tu as 20 minutes. Et là, ça devient un peu plus un coup de dé. Et encore, mais... Et le match 3, il se passe la même chose. Hein. Il y a 1-1 après 40 minutes. Puis là, si ça se passe pas bien, si tu as un rebond qui tourne pas en ta faveur et ça finit au fond de ton goal, et ben là, ça devient vraiment, vraiment tendu. Berchi qui marque... Mais en fait, non, parce qu'il était hors jeu. Parce qu'il y a souvent des soucis quand il rentre en zone, des fois à freiner. C'est très frustrant ce qui se passe. Il avait marqué à la 45e à peu près, justement. Ouais. Là, Ria marque à la 45e. C'est ça qui change tout. Bien sûr. C'est qu'après, Lausanne peut quand même gérer. Ambry est obligé de se sortir un peu plus. Et ils avaient de la peine à créer autre que sur des erreurs lausannoises. Donc, tandis que de l'autre, c'était... Macmillan qui réussit à marquer. On a un Tobias Stephan qui était pas exempt de tout reproche sur le premier match. Juste sur ce goal-là, finalement, c'est pas une retoille. C'est pas... Mais c'est malheureusement pas l'arrêt décisif. Puis là, j'ai un peu l'impression qu'il y a eu Juvonen aussi lors du match à Ambry qui fait pas un arrêt décisif. Et on l'a mis sur un piédestal en disant à quel point, parce qu'effectivement, il a aidé Ambry à gagner beaucoup de matchs en fin de saison et à se qualifier pour cette 10e place, qui était finalement un peu leur victoire à eux, parce qu'on les attendait pas là, et qu'ils avaient déjà réussi leur saison en fait en étant 10e. Puis ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de prolonger le plaisir le plus longtemps possible. Puis au final, c'est pas passé. Sur cette série... J'allais te poser une question volontairement provocatrice, mais je ne vais pas le faire. Mais moi, je me pose la question, est-ce que Lausanne a été bon durant cette série ? Est-ce que Lausanne m'a impressionné durant cette série ? En fait, la réponse à ma propre question, c'est non. Ouais. Mais en fait, Lausanne s'en est sorti et c'est exactement ce qu'on lui demandait. Face à une équipe d'Ambry qui va venir gratter, qui va venir poncer les bandes pendant 60 minutes tous les soirs, qui va te harceler à la relance. Parce que Alfortiak, ils m'ont impressionné. Hein. Je me suis demandé s'ils allaient pouvoir tenir tout le match aussi. Et ils ont tenu tout le match. Et... face à cette équipe-là qui verrouille, qui va te laisser un minimum d'espace en zone défensive, le slot, c'était un no man's land pour Lausanne. Est-ce que Lausanne aurait pu en faire plus pour aller là ? Probablement. Mais c'était difficile, ça grattait, ça frottait beaucoup.
Et donc, on ne demandait pas à Lausanne d'être bon durant cette série. On demandait à Lausanne de s'en sortir et c'était déjà bien assez. Et ils l'ont très bien fait, malgré tout, parce qu'à 0-1 après un match, le match 2, j'avoue n'avoir pas parié. Le match 3, j'ai parié sur Lausanne parce que j'étais convaincu que Lausanne allait gagner. T'as même failli trouver le bon score. J'ai failli trouver le bon score. J'étais convaincu qu'il gagnait et assez facilement. Ça a été plus difficile que le score ne l'indique. Hein. On va être clair. Ouais. Mais le match 2, j'avoue n'avoir pas parié parce que je ne savais pas, honnêtement. C'était typiquement le genre de match qui pouvait partir dans l'irrationnel. T'en sais rien devant les spectateurs là-bas, il se passe quelque chose. D'ailleurs, ça a failli avec le truc de Fabien Eldner. Parce que si sur ce 5 minutes, Ambry en plante 2, derrière c'est bon. Hein. Complètement. Derrière, là on est en train de préparer la série Fribourg-Ambry. Ça n'est pas arrivé, Lausanne s'en est sorti, Lausanne a eu de la peine, mais ils sont revenus très très loin. Parce qu'ils sont venus de mener 1-0 à 1-1 à la mi-match et 5 minutes en box-play. Et de là, ils sont revenus. Et mine de rien, on a souvent durant cette saison parlé, et je pense qu'on n'a pas tort, parlé d'une équipe qui n'en était pas vraiment une, qui... T'avais beaucoup d'individualité, mais t'avais pas vraiment ce sentiment d'avoir une vraie cohésion. Et durant ce pré-playoff, j'ai eu de temps en temps cette impression-là. Et j'ai posé la question à Christophe Berthier à la fin. Et il m'a dit c'est intéressant. Nous aussi, à l'interne, on se demande à quel moment il y a eu ce déclic, à quel moment on est devenu une bonne équipe. Et moi, je l'ai vu en fin de saison, là où j'avais l'impression que après le 8-2 contre Langnau et tout, même dans des matchs plus faciles, je commençais à voir quelque chose déjà avec la première ligne, mais même ailleurs. Des gars qui osaient un peu aller un peu plus. Depuis l'arrivée de Mili aussi, qui amenait quelque chose. Mais c'était presque remis en question après la défaite au match inaugural. Cette défaite de 1 qui a remis un coup d'arrêt. Mais tu l'as dit aussi, c'était tellement difficile. Le fait que ce soit en best of 3 te fait automatiquement avoir un peu plus la chiasse. Et ce que tu n'auras sans doute pas en best of 7 contre Fribourg. Parce que tu peux pas non plus partir la fleur au fusil. Ambry, en gros, c'était le pressing pendant 60 minutes. C'était à la vie à la mort, on s'en fout, sans lendemain. Tu peux pas avoir cet état d'esprit-là sur une série lors du deuxième match, de partir comme un fou, puis d'être cramé pour le match 3, cramé pour le match 4, etc. C'est pas possible. Donc je pense que les scénarios seront différents sur les matchs à venir dans la série contre Fribourg. Mais là, Ambry y allait un peu à la vie à la mort, quoi. Ouais, c'est l'énergie du désespoir aussi en un sens, et c'est comme ça qu'Ambry est le meilleur. On l'a vu sur cette fin de saison. Ambry avait rien à perdre sur les 7-8 derniers matchs et a tout gagné, a surpris tout le monde. Soir après soir, c'était joli à voir. Mais est-ce que c'est tenable sur le moyen/long terme ? Moi, je pense que non. Et on l'a un petit peu vu. Au bout d'un moment, la machine lausannoise, elle était quand même supérieure. Mais après un tiers du match 3, Ambry a la meilleure équipe sur la glace. Malgré le fait qu'Ambry a joué 6 minutes en box-play durant tout le premier tiers-temps. Ouais. Et c'est pourtant Ambry qui s'était créé le plus d'occasions de but sur ce premier tiers. Et ça, il faudra pas l'oublier. Il faut pas l'oublier au moment de faire le bilan et d'être un peu peut-être aveuglé aussi par le fait qu'à la fin, ça a déroulé, ça a chanté, on s'est assis sur la glace, etc. Oui. Mais juste en début de soirée, Ambry était vraiment, vraiment pas loin de mettre Lausanne dans les cordes. Ça veut pas dire qu'ils auraient gagné s'ils avaient pu conserver ce 0-1 plus longtemps. Ça veut pas dire qu'ils gagnaient. Lausanne a réagi immédiatement et ils ont quand même évité de se mettre dans la panade. Alors, je suis tout à fait d'accord quand tu dis s'asseoir, fêter et tout. Mais il faut aussi avoir le droit de fêter quand tu as gagné quelque chose et que la relation que tu as avec tes supporters cette saison, elle n'est pas très bonne. Le seul club qui a une relation fusionnelle avec ses supporters en ce moment, c'est Fribourg. On a vu que dans d'autres clubs, c'était plus compliqué. Berne, c'est une catastrophe en ce moment. Genève, ils ont eu de la peine à remplir la patinoire. Lausanne l'a rempli une fois, c'était contre Fribourg. Même là, les matchs contre Ambry, le premier, là, il n'y avait que 8000 personnes finalement sur 9006. Il faut reconstruire le lien avec ton public. Ce sera sans doute beaucoup plus chouette contre Fribourg parce que, en plus, il y a un côté derby, donc il y aura un peu plus de tension. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est pas dommage de recréer quelque chose avec ton public maintenant. Mais comment tu crées un lien avec ton public et tu parles de Fribourg ? C'est aussi parce que tu gagnes des matchs. Je veux dire, si tu inverses les résultats de Fribourg et de Lausanne, ce qui s'est passé toute la saison à Fribourg, je peux tout à fait me l'imaginer avoir eu lieu également à Lausanne. Mais le problème, c'est que le début de saison n'était pas bon.
Et tu te retrouves à un moment où, oui, tu dois un peu... Ouais, mais tu vois, bien le début de saison avec 8 victoires, il était excellent. Et on a moins senti quand même une cohésion, une communion avec le public comme à Fribourg. Ouais, je suis assez d'accord. Après Fribourg, il y a la nouvelle patinoire qui a généré un enthousiasme. Et cet enthousiasme, Day One, a fonctionné. Après le Covid, après les patinoires fermées, les gens étaient contents de revenir, de voir cette patinoire vivre avec des gens à l'intérieur. Puis quand on enchaîne les victoires au début du championnat, c'est pas tout à fait vrai. On se rappelle, au tout début, c'était un poil poussif, mais après, ils ont commencé à dérouler, ils perdaient plus jamais à la maison. Et c'est redevenu the place to be. Malgré l'augmentation du nombre de spectateurs, ça aurait très bien pu l'être à Lausanne. Je pense juste que Lausanne a mal commencé sa saison. Il y avait une sorte de méfiance qui existe quand même. Elle est latente, finalement. Elle est clairement latente. Et il y avait aucune raison de ne plus être méfiant. Là, ben voilà, tu te dis, ok, il est en train de se créer quelque chose. Et comme tu dis, dimanche pour le match 2, surtout si Lausanne venait à ramener quelque chose à de 8h, Fribourg, on le rappelle, hein, parce qu'un match, tous les matchs seront à 8h, que ce soit un dimanche. Télévision qui paye décide. La télévision paye, la télévision décide. Les playoffs sont à 8h. Et c'est très bien, d'ailleurs. Je suis d'accord. On va pas recommencer. Non, à chaque playoff, on en parle. Toi, tu veux des matchs à 4h l'après-midi. On sait. Non, le dimanche, je trouve très bien. Non, alors le dimanche, je suis d'accord. Mais tout ça pour dire que oui, il se passe quand même quelque chose gentiment. Et je te propose qu'on fasse une petite pause et on enchaîne sur cette série contre Fribourg. Pour parler de cette série, en fait, on va commencer par une question de Vénus qui nous dit est-ce que la clé contre Fribourg, alors je pense qu'il se place du côté lausannois, bien évidemment, est-ce que ce serait pas de faire sortir Di Domenico du match? Et on a en mémoire le dernier match à Lausanne où Dido est pas bon et où plein de gens se sont posé la question. Il me semble que sur Twitter, un certain Grégory Beau a dit oui, mais alors Di Domenico, la question, ça fait un petit moment qu'on se pose au play-off, la prolongation, pourquoi Fribourg l'a pas conservé, etc. Enfin, c'était légitime. Ouais, alors c'est clairement l'une des clés de cette série, c'est la capacité de Di Domenico à peser sur le jeu de Fribourg-Gotteron et non contre Fribourg-Gotteron. S'il est dominant de Di Domenico, t'as 23-24 minutes de bonne présence offensive avec ce joueur sur la glace parce qu'il crée tout le temps du jeu, Di Domenico, et il peut avoir justement, quand il est capable de jouer à la limite, il est chiant, il va, en anglais ils disent sous la peau de l'adversaire ou dans la tête de l'adversaire, et il est capable de le faire, mais jusqu'à quand jusqu'où il est capable d'aller sans dépasser une certaine limite. Et du côté de Fribourg, on n'arrête pas de me dire non, mais c'est quelqu'un d'assez calme, et c'est vrai, depuis qu'il est à Fribourg, il l'a globalement été. Il y a ce match contre Lausanne où il était pas venu pour jouer au hockey, honnêtement. Je sais pas ce qu'il est venu faire là ce soir-là, mais il a pas plus joué que nous. Hein. Alors, il était sur la glace quand même à un moment, jusqu'au moment où il s'est fait envoyer sous la douche, mais il n'était pas là pour jouer au hockey, le type. En play-off, j'imagine quand même qu'un soir sur deux, il va vouloir venir jouer au hockey. Et s'il joue, il peut vraiment faire la différence tous les soirs. Lausanne sait, je veux dire, mais je pense qu'ils n'ont pas besoin d'écouter Colfax pour savoir que si tu viens un tout petit peu gratouiller sur les gants de Di Domenico à chaque fois qu'il a le puck, assez rapidement, ça va lui casser les pieds. Mais il faut le faire intelligemment. Exactement. Parce que si tous les joueurs sont pas capables de faire du Maxime Lapierre, qui est l'exemple peut-être le plus parlant qu'on a eu ces dernières années en Suisse, de joueurs qui va être capable de jouer à la limite, qui va être capable justement de pourrir une série si tu penses qu'il faut pourrir la série pour la gagner. Et si tu le fais pas de manière intelligente, tu pénalises ton équipe, tu joues la moitié du match à 4 contre 5. D'ailleurs, Lapierre en play-off avec Lugano, il avait fini meilleur compteur. Oui. Il était à plus de 25. Non, mais il était c'était incroyable. Il était insupportable parce que non seulement il était chiant, et en plus il marquait des buts. C'est ça la différence, c'est d'être une peste, puis de l'avoir toujours ouverte, puis d'aller un peu embêter, mais d'être un ailier de 3e ou 4e bloc qui pèse pas sur la rencontre. Là, c'est quasiment un centre de premier bloc qui est en powerplay, qui vient de te foutre 2 minutes parce qu'il a payé dans ton oreille, toi t'as craqué, tu lui as envoyé un slashing, puis derrière c'est lui qui marque. Et il passe devant le banc, puis il se fout de ta gueule. Donc oui, ce genre de joueurs-là peuvent tourner une série dans les deux sens. Et l'année passée, on se rappelle, la série contre Genève Servette, Di Domenico, il l'a traversée comme un fantôme, cette série-là. Et c'est Fribourg qui avait gagné le premier match. Hein. Fribourg avait gagné le premier match, Fribourg avait été très bon.
à domicile et pas passer loin d'aller chercher le match 2 à Genève, le perd finalement et après c'est rideau. Donc Rodo. voilà, exactement. Donc oui, il a une des clés dans les mains. Di Domenico, ce serait trop facile de s'arrêter à cette analyse-là. Mais moi, je suis en train de... Avant de prendre le micro avec toi, j'ai commencé à écrire ma newsletter et j'ai mon analyse de la semaine, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui veulent en profiter demain matin à 7h, ce jeudi matin à 7h, il faut vous dépêcher de vous abonner. Mon analyse de la semaine, c'est les forces en présence, c'est le fameux qui a l'avantage sur quel compartiment du jeu. Et je suis hyper emprunté pour le faire. Parce qu'on a notre cerveau est comme ça. Ce qui vient de se passer a plus d'importance que ce qui s'est passé il y a 6 mois. Et c'est toujours la même chose. Je suis avec Grégory Beau, je suis avec Christian Dubé en ce moment, en fait, au micro. Non, mais le cerveau est fait comme ça. C'est... Deuxième. Fribourg est deuxième de la saison régulière. Ok, il y a ces 6 matchs. Oui, justement, mais c'est pour ça où c'est difficile. C'est à quel moment tu pondères ce qui vient de se passer. Parce que si tu regardes les 2 derniers mois de championnat, Lausanne est meilleur que Fribourg. Et du coup, comptablement, est-ce que c'est meilleur dans le jeu ça, c'est la forme du moment qui compte ou c'est ce qu'a fait, ou c'est les victoires accumulées en septembre, octobre, novembre. Et c'est la balance. J'ai pas la réponse à cette question. C'est la balance c'est l'équilibre qu'on doit trouver au moment d'analyser cette série en se disant oui, Fribourg a un peu pécloté en fin de saison, mais c'est quand même une bonne équipe. Il y a quand même 2 matchs contre Zug après la pause olympique où Fribourg est excellent et on parle pas du mois de septembre, on parle quand même du mois on va dire quoi, début mars, fin février, début mars. On peut pas non plus après ça marche un peu moins. Est-ce que Reto Berra est moins bon qu'au mois de septembre ou au mois d'octobre? Non, Reto Berra est toujours excellentissime, c'est toujours le MVP de Fribourg. Est-ce que l'attaque fribourgeoise, elle a plus de peine? Est-ce qu'elle est moins bonne? Non. Desharnais n'est pas moins bon qu'avant. Marchand a marqué ses goals. Il n'y a pas de raison que Marchand soit pas... Est-ce que Walzer, Jörg, est-ce que la 3e ligne a été un petit peu moins dominante qu'avant? D'accord. Ah oui. Mais par contre, Kylian Motet, on sait qu'il y a des fois pour un buteur des traversées du désert pendant un moment. Bon, alors est-ce que Kylian Motet traverse un coup de moins bien? Peut-être. Est-ce qu'il peut retrouver un coup de mieux? Ah, bah alors clairement que oui. Parce qu'on sait que c'est Kylian Motet. Donc, vraiment, là, le favori, pour moi, c'est clairement Fribourg. Ah, c'est pas 90-10. Hein, mais le statut d'underdog ou bien de sous-chien, comme on dit chez nous, de Lausanne, il est quand même... il faut l'accepter. Bah, ce qui est intéressant du côté de Fribourg, c'est que si on prend d'un point de vue purement théorique, on va dire, ou statistique sur la saison régulière, c'est une équipe qui a quasi 10 joueurs à une dizaine de buts. Le danger, il peut venir d'un peu partout. Marchand, Desharnais, Motet, Sprunger, Dynamico, Walzer, Brodin et Rossi ont 10 buts. Après, tu as encore Schmidt, qui est un des éléments assez centraux de cette équipe, qui a 9 buts. Donc, oui, il y a du talent offensif. Des joueurs qui marchent bien aussi, c'est forcément du talent, mais en tout cas, c'est des joueurs qui produisent ou qui ont produit cette saison. Exactement, mais qui ont produit à des périodes différentes de la saison. Par contre, je pense qu'on l'a souvent dit quand on a parlé de Lausanne, ou du moins on se l'est dit entre nous quand on faisait pas d'épisode. Une ligne. Lausanne a peut-être qu'une ligne pour faire la différence. C'est schématisé parce que Ken Jaeger a été très bon ces derniers temps. Voilà. Il a marqué pas mal de buts. Il a 5 en 6, sauf erreur. Ken Jaeger a été bon. Mili a donné un petit quelque chose de plus à une autre ligne. Il te force aussi à te focaliser sur une autre ligne. Avant qu'il soit là, c'était pas le cas. Donc maintenant, tu dois aussi un peu répartir ton attention défensive, pas seulement sur quand c'est caché sur la glace, on se fait dessus, puis quand il va au banc, on se dit bon, on est tranquille pour 3 minutes, quoi. Donc effectivement, mais Fribourg a quand même, je pense, ces lignes 2 et 3 qui tous les soirs peuvent te faire la différence. C'est pas tout à fait le cas de Lausanne, mais en même temps, la défense de Lausanne, c'est du très 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 solide. Ouais. Alors là aussi, sur le papier, mois de septembre, quelle est la meilleure défense? Oh, Lausanne, oh là là, puis on se caresse la nouille, il n'y a pas de problème, très bien. Puis après, on regarde les matchs. Puis on se dit que Glauser, il nous fait c'est une sainte horreur contre Ambri Piotta. Oui, il était à la peine. Hein. Alors super, oui, l'autre fois il a marqué 4 goals, dont 2 autogoals de Mirko Muller, c'est super, très très bien. Mais au bout d'un moment, il a aussi le droit de faire des immenses bourdes. Gernat, il marque des buts, c'est très bien. Il fait une relance catastrophique.
On a dit, si Ambry a eu des occasions de goal, c'est parce qu'il y a eu des relances catastrophiques de Lausanne. Donc, tu gommes ça, ok, Lausanne a une bonne défense. Elner, Frick, bien sûr, les noms, on a plutôt des internationaux ou des presque internationaux en puissance. Mais sur le papier, c'est très joli, mais après, il y a aussi sur la glace. Puis j'aimerais bien qu'ils se mettent un peu tous ensemble et puis qu'ils arrêtent de faire de donner le puck à l'adversaire. C'est quand même très bien, ils sont bons à la relance, normalement, si tout roule. Et j'ai l'impression que les derniers matchs de la saison régulière, alors là, par contre... Tout roule. Ouais, ils étaient au point. Justement, quand les défenseurs ont à peu près tous marqué lors du 8-4 contre Lugano, là, c'était assez impressionnant, mais ils ont quand même encaissé 4 goals. Alors, on peut voir comment ils les ont encaissés, hein. Mais il y a eu des blackouts. Il y a tout d'un coup, ça peut snapper. Et ça, il faudra quand même gommer un peu plus. Surtout qu'en playoff, normalement, on aimerait bien un peu resserrer les boulons. On a un Boltzhauser. On aimerait bien battre les boulons aussi. Pour une fois, pardon. Mais Boltzhauser a pris la place finalement de Tobias Stephan. La question, on la pose pas pour Fribourg, parce qu'on sait que c'est Berra qui est titulaire. La question qu'on peut se poser, peut-être que je suis le seul à me la poser, hein. On va dire, ah non, mais t'es complètement abruti, on va partir avec Tobias Stephan, c'est lui le titulaire de base. Puis, ou quelqu'un va me dire, mais t'es débile, on va partir avec Boltzhauser, c'est lui qui gagne les matchs. Toi, tu me dis quoi? Tu me dis Boltzhauser ou Tobias Stephan? Moi, je pars toujours du principe que tu fais jouer la main chaude. Pareil. Et pour moi, il n'y a aucune question qui doit se poser. C'est Luca Boltzhauser qui doit commencer la série. Ça ne veut pas dire qu'il doit terminer la série. Tout à fait. Il commence la série contre Fribourg. Par contre, contrairement à Fribourg, tu as une option. Connor Hughes n'est pas une option. Après, tu me diras, ta Berra, tu veux pas encore dire, ouais, si seulement on avait encore Giannani comme numéro 2 au cas où Berra chie dans la colle le premier match. Enfin, ça va pas aller. Tu as le meilleur gardien de la Suisse, du championnat de Suisse cette saison, je pense. Je vois pas qui on met devant Reto Berra. Bah, tant mieux, tu le payes suffisamment cher pour que tu n'aies pas à te poser la question en mi-mars qui je mets devant le filet. Lausanne, ce qui est assez étonnant quand même, c'est que le gardien qui les tient maintenant, alors il ne sait pas quel gardien, hein, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont dominés tous les soirs et puis que Boltzhauser les sauve, c'est pas du tout ça. Mais le gardien qui gagne les matchs actuellement, c'est le gardien que Lausanne ne veut plus et a envoyé à Langnau pour la saison prochaine en échange de Ivar Spunenovs. Ça a été rapporté par plusieurs médias, pas par moi, c'est pas mon info, mais on l'a lu dans 24 heures, sauf erreur à l'époque, mais ça a été confirmé ou pas? Ça n'a pas été encore confirmé, non. Mais c'est assez ironique quand même de se dire, tu vas commencer tes playoffs avec le gardien que tu as envoyé à Langnau. Ouais. Moi, je trouve ça très étrange. Après, ils ont raison. Hein. C'est pas parce que tu as décidé de t'en séparer qu'il faut l'envoyer en MySports. Hein. Puis en plus, ce serait même pas la première fois. Puis admettons que Bienne devienne champion avec Chikin. On va dire, bah, c'est un gardien qu'ils ont été chercher à la fin de saison. Puis voilà. Donc, Jakub Stepanek à Berne. Mais ça, c'est quand même encore différent. Là, il y a quand même un aspect. On n'a pas cru que tu... Et d'ailleurs, j'ai dans ma tête une... Là, non, j'ai pas envie de trahir du off, désolé. Tu crois pas forcément en Boltzhauser comme étant ton gardien numéro 1 ou 2 pour la saison prochaine et tu préfères avoir Poulenovs et Stephan. Très bien, ils ont fait leurs analyses. Moi, j'ai beaucoup trop peu vu jouer Ivar Spunenovs pour avoir un avis clair sur cette question. Je ne sais pas. Poulenovs, quand on se dit il est souvent blessé, visiblement il a l'air assez fragile, il a toujours joué dans une mauvaise équipe. C'est ça. Donc, si au moins on avait pu avoir peut-être une fois un peu le truc, ouais, mais il n'a pas eu sa chance à Zug, admettons, et puis, mais pourtant il avait une bonne équipe devant lui. Là, on ne sait pas en fait. Et Boltzhauser a une bonne équipe devant lui aussi, finalement. Et c'est là où, ma foi, il y a des gens qui sont en place, qui ont des salaires autres que ceux des journalistes. Je ne parle pas de Lausanne, là, je parle en général. Il y a Christophe Alluet qui est coach des gardiens. Christophe Alluet qui a une expérience qui est suffisamment grande. Je pense que si le coach des gardiens a pu donner son avis sur la question, il y a de fortes chances qu'il ait pu donner son avis. Ils en sont arrivés à la conclusion que Ivar Spunenovs, pour les 3 prochaines années, avait plus de chances d'amener Lausanne quelque part. Très bien, c'est une décision, elle se respecte complètement. Mais je trouve ironique que maintenant, ton numéro 1, c'est Luca Boltzhauser. Et je pense que pour lui, c'est une jolie petite... Pas une vengeance, dans le sens où il n'y a pas forcément de ressenti ou j'en sais rien. Mais c'est quand même une vengeance sur le destin. En tout cas, ça n'a rien de personnel, mais je trouve assez rigolo et j'aime bien cette histoire.
Steve Montandon qui nous pose une question sur Ken Yeager. Il dit il n'y a pas d'annonce pour l'instant. Et est-ce que il est en train de se sortir finalement? Il n'y a pas d'annonce pour une reconduction où il est censé avoir un contrat jusqu'en 2023, mais est-ce qu'il y a une histoire d'option, un truc comme ça? Ce qui est assez hallucinant, c'est de voir le Ken Yeager de maintenant. Est-ce que le Ken Yeager de maintenant, c'est le Ken Yeager que Petr Svoboda avait vu il y a 1 année et demie quand il l'a signé, ou c'est un Ken Yeager qui est en feu, est-ce qu'il sort de sa coquille, ou est-ce qu'il connaît une série incroyable? Ouais, je sais pas, j'ai pas la réponse, peut-être un petit peu entre deux. Moi, j'ai trouvé qu'il fait une saison qui est tout à fait correcte. Il y a un imbroglio autour de Ken Yeager. J'ai essayé de le lever avec John Foust. Un jour, je lui ai posé la question, il y a un moment, on a peut-être parlé ici, où il y avait un contrat de 2+1. Il m'a dit non, mais il sera là l'année prochaine, t'inquiète pas. Je dis ok. Je dis mais j'avais l'impression que vous aviez annoncé 2, mais c'est pour ça que ça me surprenait. Non, c'est toujours été 2+1. Je dis ah bon, très bien. Je suis allé sur le site voir l'info. Et c'est marqué, nous sommes très contents d'avoir engagé Ken Yeager pour 2 ans. Du coup, je lui ai envoyé la capture d'écran. J'ai dit, bah alors, tu sauras que ce 2 ans, je ne l'ai pas inventé. Il m'a dit, non, mais Ken Yeager sera là l'année prochaine. Et entre-temps, moi, on me dit que ce n'est pas encore une certitude que cette option ait été activée à l'heure actuelle. C'est pas vrai, pas à l'heure actuelle. Il y a 2 mois, quand j'ai posé la question là autour. Entre-temps, ça a peut-être été complètement géré et c'est peut-être tout bon. J'avoue que je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un flou artistique autour. Parce que si c'était clair et net, comme tu dis, le club a dit 2 ans. Ouais, mais John Foust, il te dit ça à toi. Nous, on va se baser, on va faire comme avec l'agence, on va se baser sur qu'est-ce qui a été annoncé par le club. Le club, ça a été annoncé, ça a été écrit, c'est 2 ans. Voilà. Nous, on sait qu'il y a peut-être quelque chose, comme tu dis, une option, machin. John Foust qui te dit t'inquiète pas. Très bien. Le club a dit 2 ans. Les questions des auditeurs, elles sont logiques, parce que s'ils regardent, en fait, ils vont sur Elite Prospect, ils vont sur le site du Lausanne Hockey Club, où ils ont retrouvé l'info, puis ils voient 2 ans. Donc ils se posent la question. Ah ouais, elle est complètement légitime. Donc, mais alors, pour dire du côté de Lausanne, on ne s'inquiète pas et on pense que... Et là aussi, c'était il y a 2 mois, j'avais un peu gratté là autour. Et là aussi, là, il m'avait dit non, il sera... Ça me permet de rebondir sur une question d'Émile Gallet qui parle de Ria, la prolongation. Là aussi, on est encore un peu dans le flou. Est-ce que c'est un truc avec le contrat, toujours avec les Washington Capitals? Je pense que oui. Pour moi, c'est même très clairement la raison pour laquelle ça n'a pas été annoncé. Tout le monde a l'air convaincu qu'il a signé long terme à Lausanne autour du club et aux sources que j'ai, aux personnes à qui je parle. Personne s'excite, donc si personne s'excite, c'est que ça doit... C'est aussi, j'ai aucun autre club qui m'a dit, dis donc, on m'a proposé Damien Ria. Ouais. Et finalement, des fois, c'est ça le meilleur indice. Tu peux poser la question à tout le monde à Lausanne, on dira, ouais, on verra. Par contre, quand on m'appelle puis qu'on me dit, dis donc, c'est rigolo, ce joueur est sur le marché alors qu'on nous a dit qu'il avait un contrat, ou c'est toujours la même chose. Hein. Si tu veux savoir ce qui se passe dans un club, t'appelles les autres clubs. Et Ria, j'entends pas parler de Damien Ria, ce qui me fait me dire que son avenir est sûr, et je le vois pas repartir en Amérique du Nord. Il y a quelqu'un qui nous met Émile Gallet, Boson, Allemand, Yeager, Rochette pour l'interrogation. Donc Théo Rochette, Baumgartner, Doué, Pedretti, Maillard, Krakauskas. C'est quoi la stratégie là de Lausanne pour les blocs 3-4? Alors, la stratégie, c'est qu'on engage tous les attaquants de la ligue, comme ça les autres ils sont dans la sauce. Il n'a pas mis Ugly parce que je pense qu'il le considère comme un attaquant top 6 en plus. Donc, t'as encore des étrangers à mettre là autour. Alors, Baumgartner qui était surnuméraire hier soir. C'est quand même un petit coup de... On a Kenins qui était parti en tribune aussi un peu pour lui dire, dis donc, bouge voir un peu tes fesses. Tu préfères mettre Krakauskas centre de 3 plutôt que Benjamin Baumgartner. Centre de 4. Centre de 4, ouais. Pardon. Plutôt que Benjamin Baumgartner que tu as fait venir de Davos. À grands frais aussi. Alors, que tu as débauché comme un futur grand joueur dans cette ligue. Qui a plus de 30 points par saison. Mais complètement. Et là, il reste en tribune. En même temps, entre le mettre à l'aile où j'estime qu'il n'a pas sa place et le mettre en tribune, bah finalement fous-le en tribune si tu veux pas le faire jouer au centre, qui est sa place de prédilection. Mais Baumgartner, c'est pas un centre de 4, il a rien à faire là. Mais n'empêche que... D'où la question d'Émile Gallet, qui est très juste. Quelle est la stratégie? Mais c'est difficile parce qu'il y a trop de... À un moment, on disait Lausanne commence à avoir une véritable équipe aussi parce qu'on définit les rôles. Oui. C'est qu'un Berchi, finalement, tu le sors du powerplay, tu le mets en 3e ligne. Est-ce qu'il t'est utile? Finalement, oui, avec Kenins.
Alors qu'une Kenins, Berchi, quelqu'un au centre, tu pourrais te dire que c'est plutôt des ailiers de top 6. Ils glissent, ils acceptent leur rôle, ils jouent. C'est comme ça que tu crées ton équipe. Maintenant, est-ce que c'est peut-être pas un peu trop cher payé d'avoir ces joueurs-là sur une troisième ligne? Ça, c'est à voir. C'est pas moi qui paye, c'est vrai. Voilà, exactement. Est-ce que tu voudrais avoir des jeunes? Est-ce que tu voudrais les payer cher? Ça veut aussi dire que c'est des joueurs qui auront des revendications. Oui. On va dire, écoute, t'es gentil, mais je suis un joueur, je suis un international. Letton pour un, Suisse pour l'autre. De dire, tu me fais jouer en troisième ligne, il n'y a plus de checking line, mais je dois faire le travail défensif et tout. Je dois jouer en box-play, t'es gentil. Mais au bout d'un moment, c'est peut-être ça qui va faire gagner ton club. Puis ce que tu veux au moment des playoffs, c'est gagner un titre. C'est exactement ça. Et finalement, je crois que j'ai déjà tenu cette théorie une fois, on est capable de dire Zurich et Zug arrivent à gérer toute cette profondeur-là. Pourquoi nos clubs en Suisse romande n'en seraient pas capables? Et on parlait de Genève avant, pour ceux qui n'ont pas écouté, de la profondeur de l'année prochaine. Là, on parle de Lausanne, qui aura aussi un gros contingent avec des jolis joueurs. On a aussi le droit de faire confiance au club chez nous, de gérer ces problèmes-là. Mais moi, je préfère mon bon Chris Baltisberger, à qui tu dis ton Samuel Walzer. T'es 13e attaquant. Il va le faire, il est dans son club à Zurich, Baltisberger, pour prendre l'exemple que moi j'aime bien. Il n'y a pas de souci. Hoffner, on vient te chercher à Zug pour revenir à Zurich, mais tu sais pourquoi tu reviens. Hein. On ne vient pas commencer à nous casser les pieds. Sinon, tu vas à Langnau, tu vas à Ambry, puis à ce moment-là, tu auras une place sur un des premiers trios. Mais toi, tu as envie de gagner, donc sans doute. Si tu as envie de gagner. En fait, c'est toujours la même chose. Si les résultats sont là, les égos, ils sont obligés de se mettre de côté. Parce qu'en fait, tu peux pas dire « Oh, mais bon, je mérite ma place sur le powerplay, puis ils seront là. » Puis ton coach, il est là, mais mon gaillard, on est à 25% de réussite au powerplay, on a marqué un but par match sur les 3 derniers matchs. Qu'est-ce que tu veux que je te foute sur le powerplay? Ça marche. C'est si ça commence à branler aux manches, où là, tu peux commencer à avoir des égos qui viennent et puis qui disent moi, j'aimerais cette place-là. Lui, il fait pas les efforts. Et là, il commence à avoir des doigts qui se pointent dans tous les sens. Mais tant que les résultats sont là, tu n'as aucun souci. Il y a une question d'Yvan Déné. On n'en a pas parlé avant parce que c'est plus général. C'est pas sur Lausanne ni sur Fribourg, mais c'est en rapport avec la pénalité de 5 minutes de plus match d'Eldner. Est-ce qu'on ne devrait pas revoir ces 5 plus matchs pour les arbitres? Évidemment, merci pour cette question. Oui. Et puis est-ce qu'on pourra avoir ça la saison prochaine? Et puis qui décide? Est-ce que c'est les clubs qui décident dans ces cas-là lorsqu'ils font leur Mais c'est les clubs review, qui décident, bien sûr, c'est les clubs qui décident. Donc moi, les clubs qui viennent après nous pleurer dans le gilet, puis qui disent oh la ligue, c'est vous les gars. S'il y a un problème, c'est pas égal, il y a pas de parité dans les salaires. Eh ben faites le nécessaire, c'est toujours la même chose, c'est vous qui décidez. Donc si vous n'arrivez pas à avoir un consensus, oui c'est triste, à titre individuel ça peut être chiant. Cette histoire d'Eldner, et on en parlait au début de la partie sur Lausanne, ça a failli coûter très 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 cher à Lausanne. Oui. Parce que si Lausanne en prend 2 en box-play pendant ces 5 minutes-là, puis qu'ils sont menés 3-1 dans l'acte 2 à Ambry, dans une Gotardo Arena, t'as vu, on a déjà oublié le mot Valachia. Parce que c'est un nouveau bâtiment, c'est pas facile. Dans la Gotardo Arena, mené de longueur, moi je pense qu'il ne se relève pas à Lausanne. Et Lausanne se fait sortir pour une erreur d'arbitrage. Oui et non, parce qu'ils se sont aussi fait sortir parce qu'ils n'ont pas été capables de faire une meilleure saison régulière que les pré-playoffs. Mais au bout du compte, ce qu'on va retenir, ce sera quand même ça. Et c'est grave, c'est vraiment grave. Après, à part ça, excellente analyse de Stéphane Rochette sur toute la... Il a vraiment montré image par image, mais comme il l'a dit très justement, il dit mais moi alors je suis dans une position trop facile par rapport aux arbitres, c'est que je peux justement avoir plus de 45 secondes pour regarder. Il disait c'est seulement avec cet angle de caméra, en voyant que la tête d'Eldner et la tête de Tsverger sont à la même hauteur, que je vois que non, c'est pas l'épaule qui vient fracasser la mâchoire. Mais voilà, chaque fois qu'on parle de la vidéo, c'est pas la panacée, on le sait, ça va pas résoudre tous les problèmes du monde. Non, parce qu'en plus là c'était long. Parce que c'est le parfait exemple. Là, peut-être que Call on the Ice, c'est 5e match. Tu vas à la vidéo, puis est-ce que tu as l'absolue certitude que tu inverses le call? Je pense que oui. Mm-hmm. Mais je peux entendre quelqu'un qui me dit ouais, mais attends, là, regarde, l'angle latéral, on se pose des questions quand même. Et je n'arrive pas à m'ôter un doute légitime que ça touche pas un peu la tête. Et donc, je le sors quand même. Là, ce serait plutôt de faire treat, on siffle, on lève le bras,
et puis on dit on va regarder. Non, on prend une décision Non, sur tu la dois glace. prendre d'abord la dois- décision. Tu dois toujours prendre une décision sur la glace. Ça c'est la règle Pour que... de base. Imagine, tu fais treat, j'ai absolument aucune idée, Dieu Ouais, sait ouais. les images. Puis t'as le Gugus à la vidéo Très qui juste. s'est planté. Tu te retrouves à là en disant bon, alors, on a arrêté le jeu, mais alors écoutez, aucune idée. Donc Oh, bon, on a vu des, Oh, on a doigt- vu des arbitres avec des feuilles pour regarder si c'était à la hauteur de la latte. Ouais, ouais, finalement. au doigt mouillé, on dit bah Florent Doué, allez, tu sors pour 2, t'as sûrement fait quelque Eh, chose. j'étais pas sur la glace. Ouais, mais tu ramasses parce si- que t'as chargé Egli l'autre fois. Allez, hop. Si moi je sais pas, toi tu sais quoi. Non mais t'es obligé, Ouais, ouais. t'es obligé de décider sur la glace. Bien sûr. Mais oui, la vidéo c'est une béquille exceptionnelle quand ça fonctionne. Il faut juste avoir conscience que ça ne va pas fonctionner toujours et mettre des limites. Tu peux pas aller pendant quart d'heure à la vidéo si au bout d'une minute t'as pas la conviction que bah, c'est bon, next, tant pis. On va juste encore terminer sur cette série parce que j'ai l'impression qu'on a à nous écouter parler sur cette série Lausanne-Genève. J'ai quand même un peu Lausanne-Fribourg. Lausanne-Fribourg. J'ai quand même un peu l'impression qu'il y en a un des deux et c'est toi qui penche pour Fribourg Mhm. et qu'il y en a un des deux et c'est moi qui penche pour Lausanne. Genre, je nous écoute bien. Ouais, je pense. Or, si tu t'écoutes bien, ça, c'est toi qui peux dire. Mais en tout cas, tu m'entends bien sur... parce que je pense que effectivement, les 6 derniers matchs, là, il faut pas forcément en tenir compte. Et que on serait 2 jours après, 3 jours de pause, après la saison régulière. Mais le fait d'avoir eu 11 jours, d'avoir pu couper, d'avoir pu vraiment se régénérer, d'avoir pu mettre les mauvaises ondes de côté, Fribourg peut repartir vraiment de manière beaucoup plus saine. Effectivement, Lausanne sera sans doute un peu plus dans le rythme. Ça me semblerait contraire à la logique de dire que après avoir fait 3 matchs contre Ambry, ils sont moins dans le rythme qu'une équipe qui a eu 10 jours de pause. Mais pour le coup, ils auront un peu plus de fraîcheur aussi, tu vois. Donc, vraiment, ça se joue pas. C'est pas du 90-10 en faveur de Fribourg, mais que quand même, il y a une prévalence pour la saison régulière en faveur de Gauthieron. Alors allons-y. Tes pronostics série par série. Zug on va- Lugano Zug. en combien? Je pense quand même... Je sais pas s'ils vont en gagner beaucoup, Lugano. J'aime bien Chris Maxwell, mais je vais partir sur le 4-1. Pareil, Lugano. Zug gagnant 5. Du coup, 2-7, c'est Fribourg-Lausanne. 4-2 Fribourg. Ok, 4-2 Lausanne. Pour moi, Lausanne finit à la maison. Ok. Ensuite, on a du Zurich-Bienne. Alors là, il faut se dépêcher parce que le match commence tout soudain. Ouais, 4-1 Zurich. Ouais, Zurich en 5. Et Rapid-Davos. Si, ça serait drôle que ce soit Davos en 7, mais Davos en 6. Davos en 6. Davos finit à la maison. Donc en fait, on a les mêmes pronos, sauf la Ouais, série tout qui va faux. nous intéresser. Il y en a des deux qui aura raison sur Fribourg-Lausanne. Peut-être qu'on aura tout faux sur le reste, mais il y en a Ouais. un des deux qui aura un ou moins un de juste. C'est bien. Bah, d'ailleurs, il y a une question sur Fribourg à propos de... Tu parlais de Praplan. Évidemment, il y a eu 2-3 informations pendant ces 2 semaines où on n'était pas là. Bah, il y a eu l'information Jacob Delarose. Et il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce que c'est pas une annonce trop rapide vu que la KHL est en train de se déliter, de dire qu'il n'y a peut-être pas d'autres joueurs sur le truc et que le profil de Delarose, est-ce que Fribourg s'est peut-être pas un peu jeté trop vite sur lui? C'est une très bonne question. Je me suis pas mal renseigné sur Jacob Delarose depuis parce que moi, j'avoue que... Il a un nom incroyable déjà pour un Suédois. Alors déjà, entre Bromé et son accent aigu et lui, Delarose, on est bien. Mais moi, j'arrive pas à, comment dire, à minimiser un joueur qui a 250 matchs de NHL et Ouais. qui est resté 7 saisons en NHL à 26 ans. Il a joué, ouais, il a 26 ans. Hein. Il a 26 ans. Il est arrivé tôt à Montréal en 2014 déjà. Et Il s'est jamais imposé. Il quand s'est même. jamais imposé. C'est un profil assez défensif. Si tu t'attends à Yann Kovar, t'es déçu. Si tu t'attends à Marcus Kruger, genre, hein, Ouais. t'es peut-être un tout petit peu moins déçu. Moi, un joueur qui est sélectionné en équipe de Suède aux derniers Jeux Olympiques, au championnat du monde, il a un titre mondial avec la Suède. Avec Grunborg alors, du coup. C'est quand même compliqué de dire que c'est un mauvais choix. Par contre, ça dépend le profil dont tu as besoin, ça dépend
Si tu réfléchis dans ta construction de ton équipe, Fribourg va partir à 5 étrangers, on l'a suffisamment dit. D'ailleurs, c'est très rigolo, il y a quand même une micro-porte qui a été ouverte dans la liberté l'autre jour. Ouais, mais alors si on va loin en play-off, et puis on va... Moi, je pars quand même, je reste sur ma conviction de base, ils partent à 5, mais ça veut peut-être dire que le 6 va venir un poil plus tôt. Ça, c'est possible. Ah ouais. Une Cloton. Non, on va partir avec 0 étranger. Bon, bah alors le 4e étranger vient d'être engagé par Cloton. Mais le championnat n'a pas encore commencé. Mais c'est Berchi, ton étranger. À tort ou à raison, c'est pas la question, c'est Berchi, ton étranger. De la Rose, c'est ton bon Suisse engagé, si on réfléchit en termes d'impact peut-être. Et quelle est l'influence de Marcus Sørensen là-dedans? Parce que finalement, ils doivent, j'imagine en tout cas, se connaître. Est-ce qu'ils ont joué ensemble par le passé? J'avoue que j'ai pas... il était de l'organisation des Sharks. Faudrait voir si en Suède, peut-être en équipe nationale, mais ils se sont côtoyés. Mais je me suis pas amusé à aller jusque là. Mais finalement, peu importe. Comme d'habitude, on dit les Suédois, moi, ils se connaissent tous de toute façon cette équipe. non, mais dans le sens, ils se connaissent. Si ce n'est pour avoir joué ensemble, ils se connaissent forcément d'une manière ou d'une autre. Et donc, est-ce que Sørensen a eu son mot à dire? Probablement. Ou du moins, est-ce qu'il a été consulté? Probablement. Est-ce que les deux vont jouer ensemble? Moi, je pourrais clairement l'imaginer. Et si Sørensen dit, moi, De La Rose comme centre, j'aime beaucoup ça, parce que nos jeux pourraient tout à fait bien fonctionner ensemble. Et Sørensen et De La Rose, moi, je les vois bien ensemble la saison prochaine. J'aime bien ça. Maintenant, par contre, je réponds pas à la question. La question, c'est, vu ce qui est en train de se passer en KHL, mais on en a parlé dans la partie de Genève, si jamais pour ceux qui n'ont pas écouté. Oui, là, actuellement, moi, si on me dit qu'un Timo Artikainen, c'est le nom qui revient chaque été dans tous les clubs suisses environ 3 fois, si on me dit qu'il est sur le marché actuellement en Suisse, mais oui, il est clairement sur le marché actuellement en Suisse. Est-ce qu'il y a de très bons internationaux, de très bons non-russes de KHL qui sont sur le marché? À fond, oui, vraiment. Quelle est l'enveloppe à disposition pour engager ces 5e étrangers? Et qu'est-ce que tu aurais de plus sur le marché aujourd'hui par rapport à ce que tu avais il y a 6 mois ou 3 mois, ou je ne sais pas quand ça a été signé de La Rose? C'est peut-être encore différent. Et après, si au moment d'être GM, tu te dis mi-février, je signe pas ce gars, parce que suivant comment Poutine va envahir l'Ukraine, et donc la KHL va partir en lambeaux. Là, ça commence. Là, ça devient un peu compliqué. Et honnêtement, je pense que j'ai pas le timing en tête, mais j'ai pas l'impression qu'au moment des négociations et voire de la signature avec De La Rose, c'était une question sérieuse pour citer un grand penseur du hockey suisse. Mais à part ça, tu parles de la Finlande, Artikainen, Jokerit en ce moment, c'est hallucinant. C'est que même au championnat du monde, on a perdu la patinoire, la Hartwall, pour avoir la patinoire traditionnelle d'Helsinki, du IFK Helsinki, qui est un petit peu plus petite. À la Hartwall, c'est 13 000 places, l'autre, c'est 8 200. Et du coup, on change de lieu à Helsinki. On ne change pas de ville, mais on change de lieu. C'est assez étonnant. Et Jokerit, moi, je me fais du souci pour la suite de l'histoire de ce club, finalement, parce que j'ai l'impression que ça part, mais complètement... il se fait déchiqueter. Oui. Je voulais encore juste revenir pour cette fin. Alors, l'épisode, on est long, hein, c'est clair, mais il y a, pour Fribourg, Diaz et Gundersen. Moi, on a parlé de Berra, on sait que Berra est fort. On a parlé de l'attaque, puis je voulais quand même juste revenir sur la défense. Quand Diaz a été engagé, on a dit c'est le capitaine de l'équipe de Suisse, c'est le capitaine de Zug qui vient d'être champion. Donc, on amène de l'influence, on amène de l'expérience, de tout ce qu'il faut pour ça. Gunderson, finalement, il connaît une saison un petit peu plus discrète au niveau des points aussi. Comment tu vois ça? Est-ce que, justement, là, Gunderson va se reprendre au niveau des points, il va être vraiment sur le powerplay et tout, on va le revoir aligner les assists, mettre des poignets et tout. Et puis Diaz baronner derrière avec Dufner. Oui, en fait, on parlait avant de la profondeur offensive de Fribourg-Gotteron, d'avoir eu durant toute cette saison 3 lignes qui sont plus ou moins chevauchées ou alternées dans la production offensive. Ça a aussi été au détriment de Ryan Gunderson, peut-être qu'il avait moins besoin que la saison passée d'être omniprésent sur tous les powerplays, d'être quasi la focale de l'attaque de Christian Dubé, ou presque. Donc, par contre, que tes défenseurs puissent un peu plus défendre et moins besoin de participer à l'attaque, ça ne les rend
que meilleur défensivement, disons. Donc, cet aspect-là m'inquiète pas plus que ça. Et oui, c'est maintenant que l'argent que tu as mis pour Rafael Diaz et le risque entre guillemets pris, parce que cette première saison on n'a jamais dit que c'était un risque, et la deuxième on n'a jamais dit que c'était un risque, donc c'est pas le moment du risque, c'est pas maintenant, c'est plus tard, mais cet engagement de Rafael Diaz, c'est maintenant que ça va devoir payer. Et moi j'aime bien l'idée de commencer les playoffs avec le gardien de l'équipe de Suisse et le capitaine de l'équipe de Suisse dans mon vestiaire si je suis Fribourg-Gotteron. Et je suis en train d'aller à l'inverse de ce que je dis avant parce que je vois quand même Lausanne gagner. Mais c'est ça qui est super dans un podcast, c'est que 5 minutes avant, tu peux dire un truc puis dire l'exact inverse. Si je le mets pas moi-même en avant, ça passe. Mais voilà, c'est malheureux. Non, je change pas. Ça, pour moi, c'est quand même Lausanne qui passe devant. Mais défensivement, quand t'as Berra, quand t'as Diaz, quand t'as Gunderson, et le système défensif global de Fribourg-Gotteron cette saison a bien fonctionné. Toufner a fait un bon pas en avant. Grâce à Diaz. Oui, grâce à Diaz évidemment. Dave Souter a aussi fait un pas vers l'avant. Ouais. Et défensivement, ça devrait tenir la baraque. Maintenant, Lausanne offensivement, ça peut être très très fort. Donc, ouais. Ça va être intéressant. Premiers éléments de réponse des vendredis 20h. Ça va faire rire parce qu'il y a quelqu'un qui nous a posé la question, est-ce que Sekac est le meilleur étranger de la Ligue maintenant? C'est le Vaudois. Alors, on voit de quel côté son cœur penche, hein, mais ça me fait sourire le meilleur du. Tu sais, t'es là, bon, je trouve quand même que Henrik Temernes, je trouve quand même que Roman Červenka, je trouve quand même qu'un Bromé sont quand même des étrangers ultra dominant. Est-ce que Sekac est dominant en ce moment? Oui. Absolument. Est-ce que c'est le meilleur? Alors ça, je laisse à qui veut bien se lancer et dire qu'il est le meilleur. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il a une capacité en ce moment à garder le puck. Et puis qu'on en avait déjà parlé quand il marchait bien lors de notre dernier épisode, de juger les étrangers, d'attendre un petit moment qu'ils s'acclimatent. Puis on a l'impression qu'effectivement, maintenant, il est bien acclimaté. Oui, mais en ce moment, moi, dans les étrangers qui fonctionnent bien, je pense qu'il ne faut pas oublier Marc Arcobello, qui est en train de jouer à un niveau qui est quand même très très élevé. Et si Lugano a sorti Genève, c'est aussi parce qu'Arcobello est très 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 fort, je trouve. Mais Sekac, qui fait un mauvais début de saison, mais il fait une fin de saison de feu, aussi grâce à Jason Fuchs, qui devient un centre de 1 du coup. Mais c'est là aussi où désolé, on s'éternise. Hein. Mais il y a tellement de choses à dire, c'est terrible. Mais un des grands points d'interrogation autour de Lausanne HC, c'est Jason Fuchs. Est-ce que c'est un joueur de play-off? Oui, non. Qu'est-ce que c'est un joueur de play-off? Est-ce que c'est un numéro 1? Oui, non. Et voilà, qu'est-ce qu'un joueur de play-off? Vous avez 2 heures. Mais est-ce que tu pars dans tes play-offs avec Jason Fuchs comme centre numéro 1? Ouais, je suis un tout petit... J'ai une toute petite réserve, disons, à cet endroit-là. Et on parlait d'un Di Domenico qui peut sortir de son match s'il se fait brasser. Bah, ça va brasser. Et est-ce que Jason Fuchs est capable? J'ai pas la réponse claire à cette question. Peut-être que oui. Et si Jason Fuchs, parce que c'est pas parce qu'il est de stature plus petite que je dis ça, hein, parce que Denis Malgin en playoff, on a vu l'année passée, ça va, il sait faire. Mais il a jamais été dans cette position du centre numéro 1. Le go-to guy, quoi. Mais oui, et cette ligne-là va devoir être productive, va être ciblée par l'équipe adverse aussi à un moment ou à un autre. Et donc, ça va être intéressant de le voir lui. Il y a tellement de choses à dire. Ça va être super. Ben voilà, après 2 semaines de pause, les choses sérieuses ont recommencé. Un épisode de près de 2 heures. On voulait 4 heures, certains voulaient 4 heures. Non, on y est, on a fait moins de 2 heures quand même. Il y a des choses à dire. Et puis si on parle pas avant les playoffs, il faut qu'on arrête de faire ce podcast. C'est juste. Donc, d'ici la semaine prochaine, on en saura un tout petit peu plus, voire beaucoup plus, parce qu'il y aura déjà eu 3 matchs de ce quart de finale qui auront eu lieu. Voire 4 pour certains. J'espère qu'on aura encore tout le monde à bord mercredi prochain dans nos clubs romans. D'ici là, posez-nous toutes vos questions. On est toujours prompt à réagir si nécessaire. On garde les questions dans un coin de la tête. Jean-Fred fait ça très bien. Donc là, on a gardé quelques-unes des épisodes précédents qu'on a pu glisser ça et là. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents canaux, à Spotify, à YouTube. On est là sur Twitter, Instagram, Facebook, etc. Et prenez soin de vous et profitez bien de ces débuts de playoffs. Magnifique. Ciao, ciao.